Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 12 Y a-tu un mois là-dessus? octobre 2019. Merci. C'est un silence, une pause dramatique que j'essayais d'installer. J'ai eu peur. T'as eu peur que j'hésite parce que je cherchais mes mots encore en voulant dire la date? Non, j'ai juste eu peur parce que c'était pas complet. Ok. J'aime ça quand c'est complet. T'es en train de dire qu'il y a un pattern de moi qui se fourre en disant la date au début de l'émission? C'est pas du jamais vu, disons. On va dire ça comme ça. Mon nom est Éric Lajoie. Je suis de retour derrière le micro cette semaine, après avoir été malade la semaine dernière. Je le suis encore, mais suffisamment en santé pour faire des choses cette semaine. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. On a une grosse équipe aujourd'hui, ça va être le fun, puis des gros sujets, ça va être... ouais? Ouais. Je regarde ma liste d'affaires, puis non. Non? Oh oui, on en a, Simon. Je dis pas qu'on a pas des belles affaires. Je regarde ma liste, puis je pleure. Ok, bon, ben on va vous présenter tout d'abord les gens qui sont avec moi cette semaine. Tout d'abord, Simon Boucher, vous venez de l'entendre, salut. Salut. Ensuite, à ma droite, Conan Arsenault, salut. Bonsoir, bonsoir. Ensuite, à côté de Simon, là, une overdose de beau bonhomme à ma gauche, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, salut. Oh yeah, salut. Et à la console, derrière le pot de vitre, Mikey G. Rien savoir, je suis occupé. Bon, il veut rien savoir, il est occupé. Bon, fait que j'imagine qu'il va falloir que je trouve de quoi jaser en attendant la transition, hein? Tabarouette, bon, qu'est-ce que je pourrais bien dire, donc? Tabarouette. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. La la la, la 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 la. Donc, hey messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités cette semaine selon vous? Plein de choses. Ah oui, effectivement. Ben, il se passe des choses. Il se passe des choses. Rubrique nécrologique. Ouais, il se passe des Ben, c'est choses. pas juste des bonnes affaires, mais il se passe des choses. Ouais, c'est ça. Bon, on commence avec une rubrique nécrologique. Donc, qui ou quoi est décédé cette semaine? Ben, on pourrait y aller avec les deux. Un qui, puis après ça, un quoi. Ok. Ou un quoi, puis après ça, un qui. On va commencer On par prend les votes, on prend les votes. Ok, Saison on prend- littérale. Horton entend un qui. On commence par qui? Là, ces temps-ci, la conquête spatiale est revenue quand même beaucoup sur la scène avec toutes les missions lunaires qui se préparent, les missions martiennes qui se préparent. Le dévoilement de la nouvelle fusée de Elon Musk, SpaceX. Oui, l'Angleterre qui ont annoncé un plan pour un lander puis un rover pour la Lune, des choses comme ça. Il y a plein d'initiatives en cours, mais faut pas oublier les pionniers. Les gens qui ont tout mis dans la balance, incluant leur innocence, pour aller explorer l'espace. Et cette semaine est décédé à l'âge de 54 ans un pionnier russe, Alexis Leonov, qui a été le premier homme à faire ce qu'on appelle une marche dans l'espace. Ok. Donc, excusez-moi, il a fait sa marche dans l'espace il y a 54 ans, il est mort à l'âge de 85, excusez-moi, j'ai mélangé mes chiffres. Ok, parfait. Donc, ouais, c'est ça, parce que sinon, il a arrêté très jeune. J'aurais trouvé jeune pour sa Non. première marche de l'espace. Mais c'est ça, donc, ici on parle de la première marche dans l'espace qui est le 18 mars 1965, à part de la capsule Voskhod 2. Ouais, la fameuse. Celle-là. Et il était tout simplement lousse dans le vide, ben, dans l'absence de choses, attaché à une corde. Ok. Donc, Du c'est... bungee orbital. Et voilà, donc, un des grands pionniers de notre nouvelle revigorée conquête spatiale Oui. est décédé cette semaine. Et une autre chose qui est pas... Cette fois, c'est une chose. C'est une vieille affaire. C'est-à-dire... Est-ce que vous avez déjà utilisé Google Maps? Oui. Google Maps constamment. doit tout
à une seule et une autre plateforme. Mmh. Et MapQuest. Ouh, ça existe encore. Justement, ça n'existe plus. Non, techniquement, ça existe encore. MapQuest avait appartenu à Yahoo. Verizon avait acheté pas mal tout le portfolio de Yahoo. On parle ici de Tumblr, MapQuest, ainsi que d'autres choses. Et là, Verizon vient de vendre MapQuest à une compagnie de marketing. Donc, tout ce que ça devient, c'est un URL puis un brand qui existe encore, mais on peut dire que officiellement le grand pionnier de la carte sur Internet est décédé. Ce qui est maintenant, honnêtement, ça ne le cachera pas, une carte sur Internet, donc sur votre cellulaire, sur tout ça, est devenu un aspect essentiel de notre vie. On ne pense même plus tellement qu'on en a accès. Non. Parce qu'avant, c'était compliqué quand tu savais pas où aller. Ouais. Puis t'avais une carte où fait que tu demandais, honnêtement, c'était pas aussi évident que... Non, parce que c'est ça qui a mené au GPS de téléphone, au GPS de voiture, plus que le GPS de forêt qui est une sorte de boussole cellulaire avec un satellite. MapQuest, c'est vraiment ce qui nous a amené à toute la plateforme qu'on a actuellement. Et c'est Ceux fini. qui, nos auditeurs qui sont trop jeunes ou qui s'en rappelleraient peut-être pas. Tu t'allais sur, Avant t'allais sur AltaVista pour trouver MapQuest? Ben, c'est que MapQuest, la façon que les gens s'en servaient pendant une bonne dizaine d'années, c'était qu'ils allaient sur MapQuest, ils imprimaient leur trajet. Ben oui. On avait des feuilles imprimées dans notre char. C'est vrai qu'on Avec avait la des, map. on avait des directions à suivre, là, puis Ouais. si on prenait pas la bonne, t'as manqué le numéro 6, là, faut qu'on revienne. Avec un bullet point. T'avais puis pas la une map. voix passive-agressive qui disait quoi faire pour t'en sortir, là. Non. T'avais juste un co-conducteur passif-agressif qui t'envoyait chier. C'est pas exactement comme ça que le film Wrong Turn commence, là. Comme c'est des kids qui veulent une place et puis ils se trompent. là, comme, on va revenir sur la sortie, puis finalement, ils vont dans un village de fuckés, puis ils se font... Ah, ben, c'est bizarre, oui. Il y en avait une, voix passive-agressive sur MapQuest. C'était ma femme! Bon, il va falloir maintenant falloir maintenant se contenter seulement de CarQuest pour les pièces d'auto puis de HeroQuest pour les vieux jeux de société. Ouais, Donc, non, c'est fini pour MapQuest. Mais il reste encore d'autres quests, fait que c'est correct. Ouais, il y a MasterQuest. Ouais. C'est pour ça que je parle pas. Les fois, on fait du dead air. Là. Mais honnêtement, en parlant de Quest, Oui. je sais qu'on est dans les actualités, mais on vient de parler de Quest. On fait-tu un détour? Parce que je me suis acheté un Gogos. Non. Il y a quelques semaines, puis je n'ai pas encore eu le temps d'en parler en Ben, émission. ce serait rendu une à ce serait une 3 belle maintenant. chronique gadget, ça. Oui. Tabarouette. Chronique Gadget! Honnêtement, je pensais pas en parler, là, mais le Segway est trop parfait. Ouin, ouin. Je voulais vous parler, je me suis payé récemment le Oculus Quest. Ah, oui, ok. Ok, bon. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais faire un topo rapidement. Je suis un adopteur quand même du VR. Je m'étais acheté le PSVR assez tôt. Je l'ai bien aimé, mais à un certain moment donné, ma vie de devoir réorganiser mon salon, setuper mes longs fils, puis sortir tout ça pendant que la créature dort, faisait que j'avais pas beaucoup de temps pour l'utiliser. Donc, j'ai Tu l'as vendu vendu mon PSVR. À midi, j'ai donné un chèque j'ai reçu un chèque d'une de mes amies. Elle est partie avec mon PSVR. À 5 heures, ils annonçaient No Man's Sky VR. Alors, je me suis légèrement tailladé les poignets dans la salle. Je me rappelle encore de l'émission qu'on avait annoncé ça. T'étais vraiment psychologiquement affaibli par par l'événement. Mais bon. Bon, cependant, je n'avais pas abandonné le VR. Je me disais peut-être, je pourrais embarquer sur le VR sur PC. Mais là, ça m'amène à la même situation. J'ai besoin d'un espace, etc., etc. Puis c'est coûteux aussi sur PC, on se Ben, le cachera pas. tout est coûteux. Puis là, j'ai vu l'Oculus Quest. En gros, ce que c'est un casque de VR sans fil, avec les manettes Oculus standard, donc des manettes avec du tracking de haute qualité. Le système ne demande pas d'installer de caméra parce que toutes les caméras sont autour du casque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le casque, il y a l'équivalent d'un processeur de cellulaire. C'est une architecture autonome qui fait fonctionner les jeux du casque. Donc, tu n'as pas besoin d'aucun autre accessoire à part d'un téléphone intelligent pour acheter les jeux puis les upload la première fois pour l'activer. Après ça, tu es tranquille, tu peux tout acheter à partir de l'intérieur du web. Fait que c'est un appareil, une fois qui est complètement autonome. Oui. Au début, j'étais pas sûr parce que je me suis dit, bon, ben, c'est bien le fun, mais éventuellement, je vais être limité parce que ça reste que c'est l'équivalent d'un Pixel 2 côté puissance de téléphone. C'est pas mauvais, mais ça reste que, ben, à chaque année, c'est moins bon.
Cependant, il y a quelques semaines, on vous avait annoncé qu'au Oculus Connect 6, la conférence annuelle d'Oculus, il avait annoncé que le Oculus Link était une capacité de brancher le Quest sur un PC et de le transformer équivalent d'un Oculus Rift. Parce que le Quest côté écran a une qualité similaire au Rift. C'est des OLED au lieu des LCD. Et puis, la résolution est légèrement inférieure, mais pas de beaucoup. La grosse différence, c'est le nombre de MHz de refresh rate. Je pense qu'il est à 70 au lieu d'un petit peu plus élevé. Donc, c'est la seule différence. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, c'est le meilleur des deux mondes. Puis c'est effectivement le produit que Oculus pousse parce que les deux casques sont au même prix. Okay. Donc, tant qu'à en acheter un, aussi bien acheter lui que tu peux amener quelque part puis dire tiens, joue du Beat Saber puis laisse-moi tranquille. T'sais. Ben oui. Bon, pour avoir essayé les jeux, j'ai essayé quelques jeux. Vader Immortal, puis la série des démos qui viennent avec, donc Beat Saber, c'est quoi je vous reviens là-dessus. Cependant, bon, parce que tu te dis, bon, ça reste que c'est un casque tout seul, plus faible. Effectivement, il est beaucoup plus faible que votre PC, mais moi j'arrive d'où? J'arrive du PSVR. L'écran est supérieure qualité à l'écran du PSVR, avec une meilleure résolution. Et autre chose intéressante, visuellement, les jeux n'ont pas vraiment l'air plus laid que, mettons, que moi qui jouais au PSVR sur ma PS4 Pro. Donc, j'ai pas de perte ici. Je peux juste avoir un gain éventuellement sur PC si jamais je décide de m'embarquer là-dedans parce que ma machine, c'est du caca. Mais pas de fil, c'est tellement hot. Exactement. Et puis, pour avoir essayé les PlayStation Move, le tracking des mains, donc la capacité du casque de suivre tes mains est supérieure à la caméra puis les deux boules de lumière des manettes de PlayStation, parce que c'est le même que le casque de réalité plus de haute qualité que l'Oculus fait. Et autre petite chose, donc ça c'est très intéressant. Puis autre chose intéressante, c'est la manière que les boutons sont placés puis que les senseurs sont là. Le système est capable de savoir si tes doigts reposent sur les boutons de la manette. Ce qui te permet d'avoir le poing fermé quand tes doigts sont sur les boutons. Puis tu laisses, mettons, les boutons du haut, ben, tu pointes. Si tes doigts sont sur les boutons du haut, tes poings sont fermés. Si tu laisses certains doigts, ben, ta main change. Fait que ça permet au jeu de pointer. Ben, t'as pas besoin de tenir une combinaison. T'as juste besoin de lever ton doigt. Puis tu pointes maintenant. Fait que c'est quand même très intéressant. Fait que tu gagnes des inputs de plus que le nombre de boutons que tu as sur ton contrôle. Oui, parce qu'en simplement plus, par la position. Puis t'as un petit joystick de chaque côté. OK. Fait que, honnêtement, côté contrôle, c'est mieux. Côté librairie de jeux, c'est inférieur. Ben ouais, c'est ça, c'est sûr que le PlayStation a une longueur d'avance. Je vous dirais que oui, parce que Sony a poussé extrêmement fort, puis ils ont des très beaux produits. Dans les produits intéressants de l'Oculus, que ça revient un petit peu au même, comme je vous disais, Beat Saber vient là, vous avez les gros titres, Thumper sont là. Super Hot VR. Super Hot, j'ai essayé le démo, il est là. Sinon, je regarde un petit peu les trucs, mais tu sais, vous avez Fruit Ninja. Chose qui va aider un petit peu la catégorie, c'est que là, ils viennent de rajouter les jeux de l'Oculus Go, qui était l'équivalent ancien. Maintenant, ils ont rajouté une sorte de rétrocompatibilité, ce qui permet de jouer des titres plus vieux, un peu moins beaux, mais ça a quand même augmenté un petit peu la quantité de jeux. Et la dernière chose quand même intéressante, bon, la librairie est un petit peu inférieure. Fait qu'il y a toujours ça qui est plate. J'ai, par exemple, pour avoir essayé Vader Immortal, le premier épisode, c'est dans le fond une grosse méga production Industrial Light and Magic. Visuellement, ça peut aller chercher la même qualité que du PSVR pour les productions qui sont prêtes à y mettre ça ici. Là, il y a certains gros absents qui sont pas là. Skyrim VR, etc., etc. Mais c'est des titres qui capitalisent sur le casque régulier. Donc, éventuellement, en novembre, quand je vais l'essayer branché sur mon ordinateur, qui va être techniquement, je devrais pas pouvoir, je n'ai que le bare minimum légèrement inférieur d'une génération de processeurs. On va voir si ça marche quand même. Sinon, je vais être obligé de me faire un PC. Oh non! Bon. Ça fait pas des années que t'en parles d'ailleurs. Oui. Ça fait des mois que je regardais pour m'acheter une RTX puis tout ça. Faut qu'on va voir ce que je vais faire. Mais je vais revenir là-dessus. C'est très intéressant en plus. Si vous voulez montrer ça à des gens pour faire de la démonstration, ça rentre dans une belle petite boîte grosse de même. C'est super cool. Fait que je vais arrêter d'en parler là maintenant parce que j'en ai quand même parlé beaucoup. Mais c'est très intéressant pour les gens qui sont
VR curieux, qui n'ont pas nécessairement une PS4, Hein, qui puis veulent se DVRG, comme on dit. Ouais. Et puis que si vous avez un bon PC à la maison qui serait prêt peut-être à pousser plus loin, ben vous avez une option de sortie aussi. Ben oui. Donc c'est intéressant. Yes! Bon, Puis, hey! probablement que le PSVR va s'élever à ça parce qu'il y a eu des brevets qui sont sortis d'un potentiel nouveau casque PSVR qui aurait lui aussi un système de senseurs intégré, etc., etc. Fait qu'on va voir. Ça va être le fun, puis en plus, on va pouvoir faire le jeu des comparaisons. Moi, j'ai conservé un PSVR qu'on a nous aussi. Toi, avec ça, dans le fond, on va pouvoir avoir des expériences sur les deux modules pour pouvoir faire une comparaison éclairée. Ouais, papa. C'est le fun. Donc, hey, OK, on y va-tu en musique, Mike? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. J'ai amené quelque chose de Overclock Remix, bien sûr, d'un jeu. Et ça va être une transition vers un sujet que je vais parler tout à l'heure rapidement. Donc, un de mes roguelikes préférés, les jeux qui... dans le fond, les jeux de création de quêtes procédurales qui font fureur sur PC depuis bien des années. Un de mes préférés de l'époque a été FTL, Faster Than Light, qui était très bon, très le fun. Que je ne désinstallerai jamais de mon iPad parce non, que hein? j'en ai trop besoin. Hey, c'est ça un jeu parfait pour l'iPad en plus, la façon qu'il avait modifié contrôle pis tout. Donc FTL, un bon petit classique. Pour le prix qu'il vaut puis le nombre d'heures qu'il va vous donner, là, c'est tellement un achat le fun. Donc, Faster Than Light, on gère un vaisseau spatial à la Star Trek, il faut s'organiser pour que notre équipage survive le plus longtemps possible. Excellent. J'ai une pièce d'un remixeur de longue date sur Overclock Remix. Je parle de Sir Nuts, lui qui sévit dans la communauté des remixeurs de jeux vidéo depuis plus de 10 ans. Facile, 10-15 ans. Donc, Sir Nuts qui a pris une pièce qui s'appelle An Open Galaxy, c'est ça? Oui. Oui. An Open Galaxy, donc c'est la pièce de menu de FTL que vous allez reconnaître, mais avec un petit peu plus de groove. Donc, on écoute ça au Geek. Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre presque au complet, en fait. On voulait pas la faire jouer au complet, là, c'est beaucoup de minutes. Mais, c'est la pièce de Sir Nuts qui s'appelle An Open Galaxy. C'est tiré du jeu FTL. Et c'est disponible tout à fait gratuitement si vous voulez aller vous la chercher, dans le fond, là, en n'importe quelle qualité, sur n'importe quel format, sur le site overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Excusez-moi, là, ça risque d'arriver quelques fois pendant l'émission. Je suis pas toujours remis de... C'est Chronique en vrac, commandité par Robbie Tussin. Ouais, parce que j'ai écouté l'émission la semaine dernière. Bon job les boys, by the way, avec Phil, tout ça. Là. Et je vous dirais que j'ai ri à gorge déployée pendant 4 secondes avant de m'étouffer dans mon mucus. Quand vous avez mentionné que je me battais contre mon virus comme dans un combat de kaiju parce qu'il avait la même taille que moi. Qu'est-ce que c'était un combat de tous les instants? J'avais trouvé ça très drôle. Bref, donc, d'autres petites chroniques en vrac pour oui, j'ai j'ai trouvé une nouvelle qui est vraiment... j'en suis tout troublé. Des scientifiques ont réussi grâce à une technique... Pas des maudits scientifiques. Les maudits scientifiques. des salopards de sarreau. Donc, c'est eux avec un processus qui s'appelle l'optogénétique. Donc, c'est-à-dire c'est un procédé qui prend de la lumière et des gènes photosensibles à la lumière. Okay. Et je sais pas là, comment ils font. Ça doit être plus compliqué que juste flasher une lumière sur des affaires, mais ça doit être essentiellement ça. Ils ont réussi à faire apprendre des mélodies à des oiseaux, des mélodies qu'ils n'avaient jamais entendues à des oiseaux. Donc, en flashant de la lumière à des groupes de neurones précisément, et aussi avec dépendant de la longueur du flash et tout ça, donc, ils pouvaient encoder littéralement une chanson dans un support biologique qui était l'oiseau. D'uploader un MP3 dans un oiseau. Dans un oiseau. Exactement. Donc, ouais, on est rendu là. Ben oui, mais pourquoi? Ben, tu sais, c'est plus une question de... c'est comme toutes les choses, là, tous les tests là, sur les cerveaux. C'est pour... ultimement, c'est pour faire ça sur les humains, là, parce que... Mais aussi, c'est comprendre qu'est-ce qui fait quoi. C'est ça. Il faut que tu... Malheureusement, que tu tripes. Il faut que tu tripotes les affaires pour savoir comment ça fonctionne. Tu peux pas juste les observer, il faut un peu les gosser avec. Si j'arrête ça cause quoi? Ok, ça veut dire que ça a un effet sur ça, mais si je le stimule, ça fait autre chose, ça veut dire que c'est un autre effet sur quelque chose d'autre. Il faut essayer des affaires un peu bizarres des fois. Ils sont aussi bien d'être en captivité puis de rester en captivité, ces oiseaux-là, sinon ils pourraient contaminer leur communauté avec une toune qui n'existe pas dans leur... Puis là, ça pourrait semer le chaos. Non, mais... Ben, en tout cas, non, mais la fin du monde à cause de Qu'est-ce ça. qui t'a dit que c'est pas déjà ça que les oiseaux chantent? Oh, d'ailleurs, Dans le fond, je suis tombé sur une nouvelle conspiration, les boys. Ah, ouais, Okay, avant d'enchaîner la conspiration, on va laisser le temps à monsieur de se préparer. Tabarouette! Le seul temps de se préparer, ça y a pris 3 fractions de seconde. c'est correct, je vais l'utiliser aussi après toi. J'allais dire que les oiseaux sont maintenant non seulement photogéniques, mais photogénétiques. Ils sont aussi photosensibles. Ils sont photosensibles maintenant, faut pas leur en parler, ils aiment pas Non. ça. Mais non, leur montre des photos. Ils sont sensibles à ça. Chronique conspiration. T'as l'air gros, le moineau? T'as l'air gros? Ben, les gars, c'est parce que birds aren't real. Non. C'est tous des drones de la CIA. C'est tous des drones de la CIA. Simon est déjà au courant parce qu'il a clairement déjà pris la pilule de la vérité, la pilule rouge de la vérité. Donc, oui, non, c'est là, on est comme, haha, c'est une farce, mais là, il y a plein de gens qui considèrent que c'est, donc, que les oiseaux sont tous des drones de la CIA, pour, faire de la surveillance sur les gens. Et, tout ça parti, de l'assassinat de JFK. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont remplacé tous les oiseaux par des drones. Toutes les oiseaux. En tout cas, ça, au moins, aux États-Unis. Ouais, parce Mais- qu'au-delà de ça, ça te prend un mandat. Un puis mandat, papier c'est signé. ça, exact. Donc, on peut aller Ils voir passent un genre de grid invisible, puis ils grillent là, puis ils se rendent pas au Canada. sur le Twitter de Birds Aren't Real. Il y a quand même 154 000 Le Twitter abonnés. de Birds Are Real. Non, c'est l'Instagram, pardon. L'Instagram ouais, de j'irai voir Birds ça, Aren't quand même. Je Real. voulais juste réaliser Je m'abonnerais à ça. Et donc, voilà. Ils vendent de plusieurs gilets. Migration Exposed, entre autres. À toutes les nuits, il y a des équipes de la CIA qui se déversent au travers du pays et vont porter des petits œufs robotiques dans les nids. C'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, 100% vrai. Hey, vous savez, dans les séries de conspiration, un peu X-Files, c'est comme, ils vont regarder une photo, puis là, ils vont regarder la photo comme il faut, puis là, ils vont voir dans la réflexion d'un œil, dans un miroir, quelque chose. Ouais. Le zoom in and enhanced. Le fameux Enhance, ouais, c'est ça qui était comme impossible. Quelqu'un qui connaissait un peu la technologie savait que c'était impossible. En de faire. septembre, Oui. un homme japonais a été arrêté parce qu'il il harcelait et il stalkait une pop star et qui est allé l'attaquer et il voulait la poignasser dans sa maison à elle. La poignasser ou la poignarder? Non, la poignasser. La poignasser avec un couteau. Ouais. Non, avec ses gros doigts maladroits. Mais comment a-t-il trouvé où cette pop star-là habitait? Par les reflets dans sa caméra de ses yeux. Exactement. En observant ses photos sur les médias sociaux, il était capable de reconnaître des éléments de stations de train, etc. Et il était capable, en analysant et en observant assez de photos, trianguler la position potentielle de sa maison jusqu'à trouver l'endroit exact grâce aux reflets dans ses yeux. Ça, On est rendu là! Fait que quand ils vous disent le iPhone 5 a la meilleure résolution de caméra pour vos slow-fi, ben préparez-vous, ça veut dire que tout le monde va pouvoir savoir ce que vous Ah, habitez. mais ça, c'est un stalker des lignes majeures. Honnêtement, là, Ok. ce gars-là, c'est un MVP du stalking. Oui, C'est un criminel. Il mérite tout ce qui va y arriver. Mais ouais. Ben, on devrait l'engager comme détective, là, ce gars-là, clairement, puis le mettre sur des cas de, tu sais, il faut Non. qu'il trouve une belle fille hot, puis voilà, Ouais, ça va trouver dans 2 Le secondes. gars, ok, je pense qu'il mérite une squick. Une- Avec tout ce une quoi? travail-là, juste une squick, là, pogner l'épaule. Ah, café ok, au juste un squid, ok. Pas creepy, 15. là, c'est Pas creepy. 15, mais je pense qu'il en mérite un. Juste pour un le- grope. pour l'effort. Ben, il était arrêté pour déjà du squeakage. Fait qu'honnêtement, Ouais, il est ouais, foutu. ouais. Tu sais, je suis pas méchant, là, l'épaule, c'est pas grave. là. Hey, T'as bien dit l'épaule, hein? Ouais. Ok, c'est bon. ça ressemble beaucoup à une épaule. Oh! Mais, hey, il y a quelqu'un qui a eu des nouveaux bébés. Ben, une vingtaine de nouveaux bébés. Ben, en réalité, on savait qu'il y avait déjà des bébés, mais il était déjà né, c'est juste qu'on ne le savait pas. Saturne vient d'augmenter son nombre total de lunes. Oh. Ok. Parce que là, récemment, Jupiter était la planète avec le plus de lunes, avec un total de 79. Mais on a découvert 20 nouvelles lunes à Saturne, Eh. Oh. pour un total de 82. Qu'est-ce que Jupiter va faire? S'acheter une piscine creusée. Elle va continuer à utiliser son pouvoir gravitationnel pour ramasser la cochonnerie. Mais non, en réalité, ces lunes ont toujours été là. C'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on a la capacité d'avoir des meilleurs télescopes, on voit des nouvelles choses. Fait que bien sûr, les scientifiques ont pointé un télescope vers Saturne pendant une période de temps et ont compté tout ce qu'ils ont vu de plus. Et on a augmenté la quantité de lunes à 20 lunes supplémentaires qui étaient présentement non répertoriées. Et ceci est repoussé jusqu'à la prochaine fois qu'on va augmenter la capacité des télescopes. Là, ici, on parle de petits objets, bien sûr, parce que c'est quand même pas beaucoup. Mais même si, dans le fond, Jupiter vient de perdre sa place, elle considère quand même la plus grosse lune du système solaire. Donc, elle a pas tout perdu, là. Elle est quand même la plus grosse. Mais quand même la plus grosse. C'est une autre lune qui est photosensible. Ah non, Faut pas c'est que tu ça, montres c'est des important. photos de cette lune-là, T'sais, puis elle si- disant, si- t'es grosse! C'est pas toi qui as le plus en quantité. Au moins, si t'as la plus grosse, tu peux être le kingpin de la place. Ben, Tu sais, c'est ça. c'est de ça qu'on jase. Hein? Ouais. De planète. Ouais, hey, on va dessus. Système solaire. Ouais, non. Je pense qu'on va aller. Je pense qu'on Ouais. a besoin d'une pause. Oui, on Fait arrête. qu'on va faire ça, on va faire une petite pause, on va revenir tout de suite après, parce qu'on va parler d'un événement qui se passe à Québec cette semaine. Stéphane est allé faire un tour. Il va nous en parler. Hein? Yes! Yes, yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque en ce 12 octobre 2019. Hein? Je suis capable de le faire sans bafouiller, hein? Tap. Hein? Malade. C'est capoté, hein? Ça me prend juste une demi-heure de réchauffement avant d'être capable d'animer comme du monde. Imaginez quand il vous fait l'amour, mesdames. Imaginez ça. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Ah, Stéphane. Je pourrais pas m'imaginer d'autre chose de la fin de semaine. Là. C'est pas comme si on était live. Sur Non, je sais. Écoute, ça, quelle façon d'introduire quelqu'un?
entre guillemets, introduire quelqu'un. Sur ce, Stéphane, bienvenue, salut. Salut. On s'est vu cette semaine, mais on s'en voit encore. Yes, on était voir le Joker ensemble. On Ouais, aura on l'occasion s'en d'en reparler un petit peu on plus s'en tard. reparle un peu plus tard, bien sûr. Mais Yes. là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait à part venir ici? Yes, j'ai passé au Comic-Con ce matin. Dans le fond, ça ouvrait à 11h ce matin. Donc, j'étais là et je me suis promené un petit peu. Donc, tu sais, l'événement du Comic-Con de Québec que vous connaissez sûrement. Un événement qui se renouvelle à chaque année, qui vraiment est là pour entertainer là, vraiment les geeks entre Oui. nous. Donc, on invite tout le monde à passer. Ouais, c'est toute bien la fin de sûr. semaine en passant. Là. Yes, donc c'est aujourd'hui, demain. Allez-y, franchement, ça vaut la peine. Et je voulais vous parler de 2 coups de cœur que j'ai eu, 2 rencontres que j'ai fait cette année, des gens qui étaient pas là les années d'avant, soit parce que leur projet n'existait pas ou carrément parce qu'ils n'avaient pas pris de table. Puis là, ils étaient là pour vendre le produit. Mon premier produit que j'ai trouvé, c'est vraiment un podcast, mais qui n'est pas sur le jeu vidéo, qui est vraiment sur, et là, je pense que ça va vous titiller un petit quelque chose, les gars, puis vous allez passer une couple d'heures sur la plateforme. C'est sur les films douteux. Deux gars de Trois-Rivières, un gars de Trois-Rivières, un gars de Shawinigan, donc tout ce coin-là là, du Québec. Je pense que je le connais. Ils sont, ça s'appelle Les films dans le cabanon. Oui, c'est ça. Tu les connais? Oui. Yes. Un super bon produit. Donc, ils font un podcast audio et en plus vidéo. Donc, c'est la même chose. C'est juste que, Genre, mettons, Arcade Québec, là. un peu comme notre Ouais. produit à nous autres. Ouais. Sauf qu'eux autres, ils ont un intérêt à le regarder en vidéo, tu sais, au sens où il y aura... c'est subscribe direct. Donc, allez voir ça. Ça s'appelle filmdanslecabanon.com. Allez sur leur plateforme. Les 2 gars sont là au Comic-Con, en plein centre, je vous dirais, une petite table, et ils vous remettent des goodies. J'ai trouvé leur idée super géniale. Donc, il y a une carte, là, vraiment, de publicité qui est super bien faite, un genre de carte postale que j'ai ici, les gars, je vous la montre, là. Carte postale de leurs produits, où il y a vraiment plusieurs films douteux là qui sont Petit là. montage avec du Neil Breen puis du Samurai Cop puis tout ça. Les gars semblent avoir un bon curriculum. Yes, ils semblent connaître le film Ouais, douteux. c'est ça. Et C'est bon, ça. en plus, ils vous remettent un sac de popcorn quand vous allez les voir, Wow. donc non éclaté là, tu sais comme Bon, il y a un sac de maïs. Un sac de graines. et ils vous Un sac de demandent, graines. il y a un sac de graines. Et ils vous demandent de manger ces fameuses graines pendant que vous écoutez leur show. Donc, honnêtement, je les ai découverts. Franchement, allez leur parler. Ils sont Oui. ultra généreux, super gentils. Je suis certain que ça va devenir big, ce show-là. Donc, allez voir ça. Ben, pour être sûr de bien orienter les gens là, qui écoutent présentement, qui veulent aller au Comic-Con d'ici la fin de la journée ou demain, c'est à quel endroit et c'est quel prix? Centre des congrès, c'est autour de 15 maintenant. Donc, ils ont beaucoup de Hey, diminué on baisse le prix, Yes, pareil. depuis 2 ans, je vous dirais que c'est beaucoup plus accessible que c'était. Donc, tu te pointes là avec la famille, ça te coûte pas un bras comme Ok. ça t'a déjà coûté. Il y a de la lutte sur place. Ouais. J'ai vu, moi, je suis pas un triple de lutte. Lando Vraiment, est là j'aime- en passant. Hein? Oui, Lando, il est là. Lando, Cadricien ou Cabricien? C'est calricien. Calricien, je m'excuse. Billy D. Mon- Williams mon est sur Dieu, place. yes. Ça vous coûte seulement seulement 3 chiffres pour avoir une photo avec lui, mais reste que c'est une Ouais. photo avec un membre de Star Wars. Exactement. Donc, 110 $ pour avoir une photo avec lui. D'ailleurs, je connais personnellement le bénévole qui est là. Oui. Et il m'a pas laissé passer gratuitement, Ok, c'est malheureusement. pas Donald Glover. Non, Ok, c'est ok, Billy là. D. Williams, c'est Ok, Lando, ok. c'est le maire de Gotham City dans Batman de Tim Burton. Exactement. Ok, ok. Mais Harvey Dent, bizarrement, oui, il faisait une version d'Harvey Dent qui était pas encore Two-Face. C'est vrai, ah oui. Ouais, c'est Je savais vrai, même ouais. pas Ils ont que- appelé le maire Harvey Dent dans... C'est vrai, Ouais. ben oui. Yes. Ça a mené nulle part. Ben, Sinon, 2 autres rencontres que j'ai fait, les gens de la planque que j'ai rencontrés sur place. Oui. Bien sûr, donc allez les voir, allez les encourager, les gens de la planque qui sont là, j'ai pas eu le choix, j'ai acheté encore 3-4 goodies. là. Oui, il y a Sabrina mm, Coutier qui est là aussi avec sa gang du cabinet Mystériste. Oui, aussi yes, qui est là. Donc, que j'ai croisé, mais je pense pas qu'elle m'a reconnu, c'est bizarre, en tout cas, peu importe. pourtant, t'es C'est inoubliable. ça. Mais moi, je Parce l'ai que t'avais fait. pas ton petit casse. C'est peut-être ça. C'est quand les gens pensent que j'ai pas de cheveux, peut-être. Ouais. Exact. Yes. Tu devrais te faire une coupe de cheveux en forme de casse, fait que quand tu l'enlèves, c'est juste la même chose. Effectivement, merci. Je vais penser à ça, je vais en parler avec ma coiffeuse. Sinon, j'ai rencontré les gens de la Ligue de hockey électronique de Québec, ou la LHEQ. Donc, c'est des gens qui ont un projet depuis à peu près 1 an. Ils ont commencé ça au Level Up ici à Québec. C'est une ligue de hockey des NHL, finalement, OK? Mais il n'y en avait pas à Québec. Donc là, ils se mettent à faire le tour du Québec pour leurs événements. C'est rendu big leur affaire. Encore une fois, les 3 organisateurs m'ont jasé de tout ça. C'est malade, les gars. On devrait les recevoir en entrevue. Pour le vrai, je vais faire ces démarches-là pour qu'on les ait éventuellement puis qu'ils puissent nous vendre leurs produits. Là, mais c'est vraiment malade. Penses-tu, Eric, que t'aurais du potentiel? J'ai jamais joué compétitif à NHL, je joue toujours collaboratif avec mon frère. Ah, ok. Donc je suis rendu solide pour comme jouer avec quelqu'un. Parce que quand tu joues au jeu d'NHL, à n'importe quel jeu de sport d'équipe, si tu passes la puck ou le ballon ou la balle, peu importe, à un autre joueur, tu prends le contrôle de celui qui reçoit. oui, ok? oui. Quand tu joues avec quelqu'un, c'est pas toi, donc il faut que tu apprennes à jouer sans
être le manipulateur de la POC. C'est ça. Et savoir te placer défensivement, te mettre aisément accessible par une passe ou c'est un T'es jeu soit qui... le donneur de puck ou le receveur, t'es jamais les deux. Ouais. Exact. Ouais, c'est Donc c'est une façon de jouer qui est très différente que de jouer compétitif 1 contre 1 où ce que là tu contrôles tout le jeu. C'est plate. Je voudrais que tu sois quelque part dans le e-sport, toi. Je sais Moi pas. ça, Ah, je suis pas un gamer de performance, je suis un gamer d'expérience. Je préfère absorber l'atmosphère, je préfère j'aime mieux prendre mon temps avec un jeu. Puis pas que ça devienne une corvée pour que j'apprenne à être meilleur, pour planter quelqu'un. C'est pas. Moi, c'est un divertissement, c'est pas une discipline. Ben, c'est ça, t'aimes ça prendre ton temps, hein? Ben oui, ça yes. te prend une demi-heure à te réchauffer. Ben oui, c'est ça. Mais en parlant avec les organisateurs là-bas, honnêtement, on me disait que oui, bien sûr, c'est compétitif, mais que tout le monde a sa place. Ben oui. Dépendamment justement de votre niveau, vous pouvez vraiment avoir du plaisir là-bas, sans nécessairement dire que vous êtes le meilleur de tous les temps, Non, NHL. Donc, allez voir leur site, c'est LHEQC.com. Si vous aimez vraiment le sport électronique, ils sont souvent au level up et tout ça, donc tout leur horaire est sur place. Ils ont fait le DreamHack en septembre dernier à Montréal. Ils retournent à Montréal pour une coupe d'événements. Honnêtement, là, ils sont big. Ils commencent à être big, les gars. Puis tu vois que c'est des passionnés en fou. Nice. Là, c'est vraiment bien. Là. Donc c'est mes deux découvertes pour cette année pour le Comic Con de Québec. Sinon, les principaux acteurs de la ville de Québec dans l'univers geek sont tous là. Bien sûr. Représentés. On les renomme pas chaque année, mais tout le monde est là. Si vous aimez le stock geek en général, là, c'est la place. Tu veux des streamers? J'ai pas vu de streamer, honnêtement, j'en ai pas croisé cette année. J'ai croisé par contre Virginie Brouillette qui ne m'a pas reconnu non plus. Je sais pas ce que j'ai là, je passais à côté, elle m'a comme snobé ou je le sais pas. Non, je niaise là, mais on sait pas. Pourtant, il y a une chemise marquée Arcade Québec dessus. Je pense que le monde veut pas y parler. C'est ça, je suis de moins en moins populaire. Non, mais je l'ai vu de loin, on s'est manqué simplement. Mais elle est sur place. Brûle des ponts. Yes. Allez-y au Comic Con, ça vaut la peine. Yes. C'est pas cher cette année, c'est le fun. Tantôt je parlais de lutte là, juste pour finir. Moi je déteste la lutte, j'aime vraiment pas ça dans la vraie vie. Mais sur place, en vrai, là, c'est vraiment drôle. Ah oui, c'est t'embarques, t'encourages les oui, gars. non, mais puis c'est des performances. Des fois, quand tu vois le gars flipper, là, direct devant toi, sur rien, c'est hot, là. La lutte fait partie des sports qui ont l'air de rien quand tu regardes à la TV si tu prends pas ça au sérieux, mais que live, c'est tout un spectacle. Honnêtement, c'est vraiment le fun. Live, ça vaut vraiment la peine. C'était ma première expérience, là, vraiment, de m'asseoir puis de regarder, là, vraiment ça. Puis honnêtement, c'est un bon show pour les jeunes. Surtout les lutteurs qui sont capables de bien jouer avec la foule. Parce que dans la foule, si tu lâches un call random pour, mettons, essayer de déconcentrer un des deux gars, puis qui t'entend, il peut bien se virer sur le dessus du poteau puis te regarder puis commencer à trash talker en retour. C'est arrivé. Cette interaction-là avec les lutteurs dans des petits galops, tout ça, est vraiment, vraiment sensationnel. J'ai des anecdotes extraordinaires là-dessus. On est déjà arrivé, moi puis deux de mes chums de gars habillés en arbitre. Ah ouais, ok. On avait des gilets d'arbitre d'impro, puis on prenait pour l'arbitre tout le long. Fait qu'on on tapait quand il comptait. Quand il faisait un call, on prenait tout le temps pour lui. C'était tellement drôle, on était assis là, front row avec des gilets d'arbitre à prendre l'arbitre. L'arbitre il est venu prendre une photo de nous autres à la fin, il tripait. C'est la première fois que j'ai des fans dédiés qui viennent me voir. C'est quand les gens pensent que t'es dans le show. Ah oui, non, c'est l'enfer. Tu sais, quand il comptait 1, 2, nous autres on comptait, on faisait les mêmes signaux d'arbitre que lui, debout. Ah, c'était drôle, là. Bref, non, écoutez, si vous avez l'occasion d'avoir un petit galop de lutte dans une ville pas loin de chez vous, ici à Québec, je sais qu'il y en a moins souvent qu'avant. Mais en fin de semaine, c'est le temps d'aller voir votre première expérience de lutte. Là. Exact. Puis si vous êtes pas sûr, il y a tellement d'autres choses à aller voir là-bas de toute façon. Donc, allez faire un tour. Comic Con de Québec. Ben oui. Centre des congrès, 15 pièces. Fait qu'on va faire une petite pause musicale, puis après ça, on va parler de jeux vidéo, j'imagine. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Étant donné que c'est à demi-heure, Stéphane, ça me tente de sortir la toune douteuse tout de suite. Let's go, vas-y, je suis ta victime. Ah ouais. J'aime bien ça. Ok, c'est quelque chose que j'avais trouvé au hasard en faisant plein d'autres recherches. C'est plus le nom du band qui m'avait attiré. La musique est quand même bizarre, ok? On s'entend, c'est un genre de boogie weird qui suit pas vraiment aucune convention dans sa structure. Mais le nom du band est complètement capoté. C'est une pièce tirée de l'album With Birds en 2007, qui est simplement un oiseau mal dessiné qui dit quoi sur le cover. En tout cas, whatever. C'est compliqué. Et dans le fond, la pièce, c'est le groupe s'appelle The Coconut Monkey Rocket. Le missile singe à la noix de coco. Ouais, c'est ça. Et la pièce s'appelle Illogical Boogie. Donc, c'est quand j'avais trouvé Ween. Ah, ok. J'avais trouvé ce band-là aussi. Ween, c'est malade. Ah, j'aime tellement ce band-là d'amour.
Ah, ils sont vraiment le fun. J'ai failli amener une tonne de l'album Québec en passant. Mais ça va être dans les prochaines semaines. Nice. Je vais pas me répéter puis tout le temps amener le même band, mais c'est ce qui sont le fun. Tout ça pour dire que The Coconut Monkey Rocket avec Illogical Boogie au Geek contre-attaque. The time has come for us to get down and boogie. Alors, on vient d'entendre les Coconut Monkey... On aurait dit le genre d'affaire que Fatboy Slim aurait remixé. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça avait un peu ce genre de mot-là. C'est comme ça, en remix, là, un peu house, là, ça le ferait. Là. Mais c'est le fun. Ouais, ça sonne le fun de Coconut Monkey Rocket, l'album Whitbirds en 2007. C'était la pièce Illogical Boogie. Vous allez checker ça. Ils ont un Bandcamp, puis je pense qu'ils vendent les albums super pas cher là-dessus. Fait que c'est ça. Donc les Monkey Rocket en Coconut. Ils sont drôles. Chronique jeux vidéo! Beaucoup de nouvelles dans le jeu vidéo là, ces dernières semaines. Hein? Je veux juste braguer quelque chose. Vas-y. Je me suis acheté Tetris 99. Je me suis rendu 3e cette semaine. C'est-tu vrai 3e? Ouais. T'es une machine pour le vrai? Ah bah ouais. Non, moi j'ai fait 15, je pense, le plus bas. 15 ou 12, en tout cas. Jamais en bas de 10, ça, c'est assez garanti. C'est jamais arrivé. Pendant ma grippe, j'ai décidé d'acheter Everspace, qui était en spécial.
Mon petit jeu de, tu sais, de version roguelike. spatiale, là, ouais, Et en Dark ouvrant Tide. Steam pour le downloader, j'ai vu que mon Fallout 4 était d'abord installé. J'ai dit, il était pas buggé à cause des mods, lui. Je l'ai ouvert, puis j'ai recommencé une game, j'ai pas joué à Everspace encore. Ça fait que ça fait une semaine que je suis sur une nouvelle game de Fallout 4 parce que je suis une pute. Vous avez réveillé Siri. Moi, je suis retombé dans Destiny jusqu'au coude. Oh oh! Ok, ben voilà. Jusqu'au coude. Voilà sur quoi on game cette semaine. Toi, Conan? Moi, ces temps-ci, je suis pogné sur Risk of Rain 2. C'est-tu vrai? Oh, le deuxième, Oui, il le est-tu bon? deuxième, Est-ce il qu'il est bon? vraiment Parce que le fun, premier, mais j'y ai C'est joué. parce que c'est c'est pas le même jeu, là, dans le sens que là, c'est Ouais. un first-person shooter, mais il est vraiment, vraiment, vraiment fun. Mais Risk of Rain, c'est un peu un jeu qu'une fois faut que tu apprennes à jouer, tu sais. Ouais. Tu peux pas jouer comme n'importe quel autre jeu, mais vraiment, il est super le fun. Le multiplayer a un peu de la misère à pogner des game plans, puis tu sais que le monde reste, mais sauf que c'est le genre de jeu que tu peux jouer 8 heures en ligne, là, sur une seule run, là, si t'es chanceux, là, tu sais. Fait que, non, vraiment nice. Vraiment, Sur vraiment PS4 que tu le joues? Ouais. Parfait, je vais aller me le chercher. Là, tu sais, j'attendais que quelqu'un m'en parle. Pour ce qui est des news, les gars, plusieurs news cette semaine, mais une petite news rapide en commençant. Un petit jeu que vous connaissez probablement pas, mais que je vais vous parler. Red Dead Redemption 2. Je sais Non, pas si ça vous j'ai dit quelque jamais- chose, non, non? ça me dit Un petit jeu J'attendais d'un développeur indie qui s'appelle Rockstar, là, qu'on Ouais, connaît pas. C'est ça. Donc, problème financier récemment. Yes, c'est ça. Donc un jeu qui est sorti il y a un an, qui va avoir sur PC, sa version PC qui sortira le 5 novembre prochain. Donc ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre sur Internet. Oui, bien considérant- content de la nouvelle d'ailleurs, parce Yes. que c'est probablement la version que je vais me procurer là, sur PC au lieu de... Beaucoup de gens l'attendaient solidement sur PC pour être capable justement aussi de faire ses propres modifications au niveau Puis de... surtout que le premier a jamais été sur PC. Yes. C'est vrai. L'architecture du jeu permettait pas de le faire. C'était une grosse déception chez Gamer à l'époque de pas avoir eu de version PC pour préserver la pérennité de ce jeu-là, qui est simplement disponible quand t'as la vieille version console ou que t'as la version rétro-compatible dans le fond sur les plateformes en ligne. Mais non, d'avoir Red Dead 2 sur PC, ça va être vraiment le fun. Donc c'est la version que je vais expérimenter l'année prochaine, c'est sûr. Et Rockstar veut vraiment que vous l'achetiez, donc ça va être disponible un petit peu partout à partir du 23 octobre en précommande, mais il est déjà disponible en précommande présentement sur le Rockstar Launcher, donc cette petite compagnie-là qu'on parlait tantôt, a un launcher maintenant, donc on a un magasin, comme tout le monde, donc un magasin en ligne, comme tous les autres gros développeurs ont, où vous pouvez aller chercher le tout, et vous avez une multitude de goodies si vous allez chercher tout de suite le jeu sur le launcher de Rockstar. Sinon, si vous attendez, il est disponible un petit peu partout, là, vraiment sur Epic Store et toutes les autres. Et ce qui est un petit peu louche, c'est qu'il va être disponible, mais seulement à partir de novembre sur Steam. Donc, 23 octobre sur toutes les autres plateformes, puis plus tard sur Steam, vous voyez. Donc, un petit peu louche. Le jeu sera aussi disponible sur Google Stadia à la sortie de la plateforme de Google Stadia. Et petite nouvelle intéressante aussi, c'est qu'on nous dit que ça va prendre à peu près 150 gigs sur votre disque dur pour installer le jeu. C'est plus que la moitié de mon disque dur principal. Vous voyez, donc c'est un peu louche, mais en tout cas, reste que, tu sais, maintenant on dirait qu'ils compressent plus rien. Je suis pas un programmeur de jeu, là, non? Les jeux sont juste trop gros. C'est ça, alors que les jeux sont big. Donc, en tout cas, peu importe, ça va être gros sur votre disque. Sinon, je pense que ce qui a fait vraiment, là, la nouvelle dans le jeu vidéo, l'intérêt, là, c'est ça, c'est le PS5, le PlayStation 5 qui s'en vient. Donc, plusieurs nouvelles au niveau du PlayStation 5. Donc, il y a eu une confirmation cette semaine comme de quoi la console va véritablement être disponible pour Noël 2020. Donc, je pense que tout le monde le savait, là, mais c'est confirmé. C'est toujours pendant une période des fêtes. Hein. Yes. On savait, de par les différentes sources, que les différentes compagnies de jeux avaient déjà des kits de développement depuis belle urètre, comme on le dirait de façon ironique. Et aussi le fait que le nom a été dévoilé, qui était PlayStation 5. Personne n'est surpris que ça va être le PS5. Donc, il y avait probablement un codename avant, là, un peu louche, mais je l'avais le codename à quelque part, je m'en souviens un peu, mais en tout cas, tout le monde l'a déjà appelé PS5 et on a eu la confirmation que ça va s'appeler PS5. Quelle surprise! Mais par contre, ils ont annoncé des choses le fun dans cette information-là. Plusieurs informations au niveau de des manettes, plusieurs informations aussi au niveau de différentes autres fonctionnalités. Oui. Au niveau de la manette, on avait, je pense que Simon, tu avais plus de détails par rapport à ça. Je te laisse aller, simplement. J'ai pas plus de détails parce que j'ai plus de détails. J'ai plus de détails parce que j'ai l'article devant moi. Parce que t'es un insider. Juste disclaimer, parce que je travaille dans l'industrie. Non, je n'ai jamais vu cette machine et je ne sais pas de quoi je parle outre que ce qu'on en parle. Pour être honnête. Bon. Oui, la grosse différence, tout le monde s'en doutait, mais ça va maintenant être du USB-C, comme toute une manette, comme tout appareil standard sortant maintenant. Ouais, juste pour la vitesse d'échange d'informations. Et ils vont prendre les rumbles de la manette, ils ont pris, puis ils ont garoché au vidange. Good. À la place, ils ont mis du feedback haptique.
qu'est-ce que c'est le feedback haptique? C'est un petit peu comme vous avez dans vos cellulaires. Un bon exemple, ceux qui ont un iPhone, ça fait plusieurs générations que le bouton ne clique plus. Non! C'est vraiment weird. C'est Il délicieux. clique artificiellement. Puis tu t'en rends pas compte. Pour beaucoup de portables, le trackpad ne clique pas, mais tu peux cliquer dessus. C'est un moteur qui est capable d'envoyer des impulsions contrôlées et plus précises. Des impulsions analogues au lieu de direct. Un Rumble, il vibre ou il ne vibre pas. C'est ça. Il peut vibrer un peu plus fort comme un dimmer, mais that's it. Ouais, c'est ça. Mais le haptique, il peut s'adapter, il peut envoyer un certain type de vibration à différentes fréquences, différentes intensités. Ça va faire comme, quand tu vas marcher dans le sable, ça va vraiment faire comme si tu marchais dans le sable, tu sais. Ben, avec exactement, tes- ils ont fait tes des démos, ça a l'air, analogues. pendant la démonstration, de différentes surfaces, textures sur lesquelles le personnage marchait, puis tu ressentirais dans l'haptique la différence de la substance sur laquelle tu te déplaces. Ça a l'air vraiment trippant comme potentiel pour les... Sinon, un autre gros détail, c'est les gâchettes adaptives. Donc, tu as beaucoup plus de... Dans le fond, là, présentement, la gâchette, c'est que tu la cliques pas. Là, tu vas avoir beaucoup plus de détails dans les niveaux de gâchette, la capacité du jeu, de voir à quel point est-ce que tu pousses fort, pas fort sur chacune des gâchettes. Donc, amener peut-être des jeux où ce que ton fusil pourra avoir plusieurs modes de feu si tu fais juste taper ou faire... Ils peuvent régler aussi le problème de design de la manette de PS4, qui avait un défaut que celle de PS3 avait pas. C'est que quand tu déposes ta manette, espère que t'es pas en train de jouer à Dark Souls puis que ton R2 est pas pour slasher le shopkeeper. Parce que aussitôt que tu déplaces ta manette, il pèse quasiment automatique sur un des Visuellement, R2. présentement, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de différence. Okay. Moi, je m'attends à ce que les gens disent « Ah, enlevez-moi la light bar », mais je pense pas qu'elle va partir à cause des PSVR, qu'elle c'est pas mort. Ouais, effectivement. Le touchpad, je suis maintenant rendu habitué. Oui. Le trackpad, j'aime bien ça. Mais est-ce qu'ils vont le garder? Ça, c'est le genre de choses qui pourraient peut-être disparaître. Ouais, peut-être. Ils ont confirmé, bien sûr, qu'il va y avoir un lecteur optique avec des disques de 100 gigs. On Ok. parle de 40 à 100. Quand même. On parlait un petit peu tantôt, justement, qu'il y a des jeux comme Red Dead 2 qui fait une installation de 150 gigs sur PC. On parle Modern Warfare qui va sortir sur PC fait une installation de 175 gigs. Mais là, ici, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va y avoir des installations modulaires. Oui. Les jeux vont devoir supporter des niveaux d'installation selon tes besoins. Un bon exemple, ici serait Call of Duty. Si vous pensez à certains Call of Duty comme les vieux Black Ops, vous aviez campagne, multijoueur, puis zombie. Fait que quand tu veux partir ton jeu la première fois, tu choisis, est-ce que j'installe tout, ou moi je veux juste l'histoire, ou moi je veux juste le multijoueur. Tu installes ce que tu as besoin, tu patches ce que tu as besoin, C'est le fun, ce qui va être un mot de tête horrible pour les développeurs, mais va être extrêmement pratique pour les Je te donne joueurs. un exemple très concret. J'ai acheté Battlefront pour le petit mode VR de X-Wing. Je veux pas que Battlefront soit installé au complet sur mon PlayStation tout le temps. Si je pouvais juste avoir X-Wing fonctionnel, parce que j'ai la licence, j'ai acheté le jeu, ça serait parfait, mais je suis obligé d'avoir le jeu complètement installé pour jouer à ce mode VR là. J'aimerais ça que ce soit modulaire, mais ça va s'en venir dans l'avenir, c'est fun ça. Ouais, fait que c'est des gros nouveaux détails qui sont sortis à part le nom, donc À part le nom, puis les informations qu'on savait déjà, dans le fond, disque dur SSD, etc. Donc, attendez-vous autour de l'été ou du E3 d'avoir plus de détails. Peut-être même au PlayStation Experience à la fin de l'automne, mais je pense que les grosses sorties vont être pour toutes les plateformes un peu plus tard cet automne. Oui, tout à fait. OK, hey, ça fait le tour. Yes, Ah ben ouais. ça fait plusieurs autres nouvelles quand même, mais t'avais une petite seconde pour une autre news Ah un peu. oui, il nous reste un peu encore 2-3 niaiseuse, minutes. parfait. Oui. Donc, Halo Infinite, le jeu qui s'en vient, justement, le développeur, dans le fond, qui s'appelle 343 Industries, parce que je suis pas capable de le dire en anglais, a dévoilé que un petit fait cocasse, là, certains bruits d'extraterrestres dans le jeu seront faits par un chien. Oui, on a vu les vidéos Ouais. du POG qui a enregistré les bruits pour les grunts et tout ça. Donc, c'est... ouais. Oui. Je fais ça assez louche, honnêtement, mais quand vous fermez vos yeux et que vous regardez cette vidéo-là, honnêtement, pour le vrai, ça sonne véritablement extraterrestre. Donc, ça m'a fait louche un peu. Ben, c'est un POG, c'est pas supposé être en vie, hein. Ben, Non, c'est ça, exact. Ça lutte tous les jours contre la mort. Donc, Halo Infinite qui va sortir, bien sûr, quelque part en 2020. Mon frère a un POG d'ailleurs. C'est vrai, oui, il y en a un, ok, ok. Ils sont super fins, ok? Oui. Ils veulent juste être... Ils sont hyper affectueux, hyper loyaux, mais Moses que ça a l'air rough vivre pour eux autres. Yes. Respirer, c'est un combat, c'est Mais terrible. c'est pas une chose, moi j'ai un chihuahua chez nous, puis c'est pas, c'est le même combat. On dirait qu'on est constamment en train de piler dessus tellement il fort. Mais c'est le même combat. C'est la même chose. C'est le même combat pour ces chiens-là. Il m'aime pas ton chien. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Il m'aime pas. C'est ça. J'aurais un POG juste pour l'appeler Alf, juste pour le kick de dire Alf est revenu sous forme de POG. C'est vrai, c'est
Quelle belle quote. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Oh, Milhouse for the win. Donc, Yes. nos petites nouvelles de jeux vidéo avant de closer. Oh, bon, j'avais un report de jeu. Ah oui, c'est vrai, c'est dans le fond, Doom. Doom Eternal Yep. qui a été repoussé de 6 mois. Yes. Et j'ai un de mes amis à job qui était bien déçu de la nouvelle. Et j'y ai dit avec un grand sourire en face, un jeu qui est délayé, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, sauf si c'est Last of Us. C'est une excellente nouvelle. Ben, sauf si c'est Duke Nukem Forever, c'est ça que t'aurais dû me Ouais, dire. non, c'est vrai, effectivement. Mais reste qu'un délai sur un jeu, ça veut dire qu'ils vont prendre le temps de le peaufiner comme faut. Il sortira pas incomplet. Il dépendra pas d'un paquet de patchs sortis à la presse pour être capable de fonctionner comme du monde. Fait que la réputation du jeu sera pas entachée dans les premiers mois par le fait qu'il était pas prêt à sa sortie. T'as tout à fait raison, Fait que mais c'est quand une bonne t'attends, chose. je comprends ton collègue, quand t'attends beaucoup trop un jeu comme là, présentement, j'ai déjà pris congé pour la sortie de Last of Us 2 en février prochain. Si il le reporte, ben, ça me crée des préjudices importants. Ça veut dire que le gâteau est pas cuit, attends que le gâteau soit cuit. Non, je comprends. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Tu c'est manges vrai, un bâton pas cuit, je ça? suis d'accord avec avec ton intervention, tout à fait. Mais à un moment donné, c'est plus la tête qui parle. C'est Ouais, c'est d'autres parties du corps. Ouais, effectivement. Et on parle pas ici du cœur. Yes. Non, c'est ça, effectivement. Non. Ok. Bon, mais regarde, on va faire une pause à ce moment-là. Parce qu'après, je pense qu'on va parler j'allais peut-être dire qu'on parlait de film, mais d'un film en particulier. Ben, en grosse partie, on va parler du film des 2 dernières semaines. Blagueur. Ouais. Écoutez CKRL 89.1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour au Geek Contre-Attaque en ce samedi, le 12 octobre 2019. Et ce qu'on va faire, on va parler... je vais pas le connecter Conan tout de suite. Parce qu'on va parler plus... Alors, on va faire une chronique cinéma. Vous en avez parlé un peu la semaine dernière, mais là, on l'a pratiquement tous vu à part Simon. Et Simon, de ce que j'ai pu en comprendre, il s'en fout. Vraiment faux! Simon s'en fout. Donc, Mais- Simon ne participera pas à la discussion. Bien est important, je suis un nihiliste! Nos auditeurs, par exemple, ne s'en foutent peut-être pas, donc... Au cas. Oui. Au On va cas. essayer Au de cas. s'en Parce tenir qu'on quand va, même. on va faire très attention de pas le faire. C'est certain qu'il y a des gens qui préfèrent ne rien entendre du film, mais là, ça fait déjà 2 semaines, le film a eu beaucoup de succès. On parle ici de Joker, donc le film qui est sorti de DC récemment, sous une nouvelle bannière de sous-studio, je me rappelle plus c'est quoi le nom, aussi qui vont faire des films stand-alone de DC, donc des films qui se tiennent par... Ils essaient pas de builder un univers Faire des franchises à pu finir. partagé, ils essaient juste de faire des films comme uniques, one-shot, et on va voir ce que ça va donner, mais bon. C'était le premier. Donc moi et Stéphane, on est allé voir ça cette semaine. Yes. Ainsi que Conan et Mikey de leur côté. Ben oui. Donc on va pouvoir vous en parler un peu parce que... Ça marche pas, ce film-là. J'ai même pas tué personne en sortant de la salle. Ah ouais? Ça marche pas. Ok, pas ce maudit on film-là. va commencer par cette facette-là. Donc pas de spoiler pour la première partie. On va parler du hype d'avant-film. La dérape... Ok. J'avais parlé avant que le film sorte et j'avais embarqué un peu là-dedans de façon plus modérée en disant que je savais pas si le public, en général, était assez mature pour un film de même. Puis j'espérais qu'il n'y ait pas de débordement toutes les quêtes. Fait que je suis aussi coupable de ça, à moindre degré, mais je le suis quand même. Mais la dérape journalistique qui a été prise sur Joker, que ça allait être un film dangereux, puis ça allait causer des tueries, puis encourager du monde, c'était non seulement pas justifié, puis exagéré, puis du gros n'importe quoi, mais c'est une leçon extraordinaire de ne pas juger un film avant de l'avoir vu. Ne pas sous-estimer aussi l'intelligence des gens en général. Là. Ben, Puis le Ouais. seul fait d'en parler comme étant un film dangereux, ça contribue pas justement à le rendre dangereux avec ben c'est parce que ça, l'idée, c'est que dans le fond, c'est plus les médias qui vont exciter le monde excitable à faire des choses pas recommandées Non, mais c'est plus les personnes... que le film. Non, moi là, je suis même pas de ton avis, Eric. C'est plus le monde qui vont faire ces affaires-là
vont les faire, peu importe, Ouais, t'as peu raison. importe le milieu. là. C'est T'as pas que raison. les médias, non. Tu sais, comme mettons, le meilleur exemple qu'on a eu, c'était proche de nous, là, quand le gars est arrivé, il a dit là, c'est des médias, c'est des médias. Non, tu l'aurais fait quand même. Exactement. Là, c'est juste que tu t'es servi de ça, Comme tu t'es servi prétexte. de ça comme prétexte. Mais le monde qui veulent faire des tueries, là, ils font quand même. Il n'y a aucun film qui va allumer le feu de la rébellion au sein du cœur des gens. Là, tu sais, C'est juste- ce que je veux dire, c'est ouais. que mettons t'es déséquilibré un peu et que toi tu vas le faire anyway, là, ok? Mais c'est ça. Mais qu'on te dit, hey, ce film-là est dangereux. Fait que ça se pourrait que peut-être Que tu choisisses ça cette cible-là Exactement, plus c'est qu'une ça, autre. que ça te. Ouais, mais au pire, tu vas aller écouter le film pour te craquer, tu iras pas Non, pas je shooter le comprends, monde qui vont c'est voir ça, le film. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tout ça pour dire que, bon, toute cette dérape journalistique-là est ridicule, journalistique. Ridicule, et ça fait juste mettre un beau miroir devant le rictus affreux que que les critiques de cinéma ont. Il faut qu'ils se regardent dans le miroir. Bref, c'est ça, là. Parce que le film, là, ok, je veux le dire à tous ceux qui l'ont pas vu encore, Joker, écoutez pas ce que les médias ont dit par rapport au fait que le film était très violent et très dark, la quête. Oui, il l'est, mais il l'est pas tant que ça. Ben, C'est pas le film le plus violent que j'ai vu cette année, là. Clairement, Mais puis en même temps, là, c'est le Joker, là, tu penses-tu qu'elle allait chatouiller le monde? Là? Je veux dire, what the fuck, Exactement, là, à c'est quoi comme- tu t'attendais, Je exactement. pensais qu'elle est chatouillée pour qu'il rie. Tu sais, on va voir un film sur Al Capone. Non, mais lui, il lance des fleurs au monde. Là. Non, mais c'est quoi cette histoire-là de penser puis de vouloir se dire après ça, oui, c'est quel modèle moral? Ouais, t'es pas supposé vouloir être le Joker. C'est ça, tu sais, c'est pas- Christ. c'est Moi, pas j'aimerais ça réel. m'asseoir avec le gars, le journaliste qui a dit que ce film-là était dangereux puis très violent, puis dire on va écouter Bone Tomahawk ensemble. Je veux voir ton opinion de ça, ou Brawl in Cell 99, ou des films les plus violents que j'ai vus pendant le défilm. Le gars, qu'est-ce qu'il va imploser sa chaise? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va te tuer. là, Quand parce tu qu'il vas va voir te un vérifier, vrai Il film meurt. violent. Ah, c'est ça. Non, Parce que c'est pas un vrai film violent, Joker. Non. C'est le propos est plus ça suggère plus de violence que ça n'en démontre. Ben oui. Fight Club C'est- est plus violent. Ben oui. dans le fond. À la limite, Ben oui. oui. Plus Fight Club violent. est bien ouais. plus dangereux Oui, comme film parce que ça dit genre Entre guillemets, ouais. la société faut qu'elle pète. Là c'est juste un gars fucké qui arrive un peu des affaires. Il y a pas de grand plan pour tout. À rigueur, le Joker dans Dark Knight est plus dangereux comme exemple parce que lui, plus il dangereux. brûle du cash, il fait tomber la société. Là l'autre c'est juste un fucké qui a la maladie mentale puis qui se met de la peinture d'en face là, il y a pas de grand plan de comme tout tombe à cause de moi. Non. C'est un fucké qui va en TV, tu sais. Tout y arrive. C'est ça, exact. C'est une victime C'est d'un un peu- bout à l'autre. Un peu, c'est ce que un peu. j'ai Un adoré peu. du film, Ouais, c'est non, ça. c'est parce qu'il y a certains des actes qui... Ok, bon, on Il arrête fait- de parler du hype, on parle du film maintenant. Ok. Parlons du film. Est-ce que le film est à la hauteur de toutes les glorieuses mentions de masterpiece qu'on a partout? Stéphane? Moi, j'ai trouvé que oui. Le film m'a resté en tête après coup. Pas perturbé, mais j'ai resté en tête. Et ça m'a resté en tête. Et ce que j'ai adoré le plus, puis j'aimerais ça vous entendre sur une chose. OK? Ce que vous avez adoré le plus. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est la ville. La saleté dans laquelle il vit, et qui a tout à fait dans l'histoire quelque chose à voir. Là. Oui, Fait on que les voit, les rats, là. C'est ça, les gens sont écœurés de cette ville-là, clairement. Et bon, l'histoire va dans ce sens-là un petit Joue peu. là, autour tu du sais, fait que la ville est- Gotham va pas bien. Exactement. Il y a un cancer dans la ville et Et- il est très bien représenté. Visuellement et hors scène et tout ça, dans toutes les scènes, la ville est dégueulasse. T'es à l'hôpital, c'est dégueulasse. Il est au cinéma, c'est dégueulasse. Il se promène chez eux, c'est dégueulasse. Non seulement visuellement, mais aussi à l'audio. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on est dehors, on entend une sirène. Ah oui, donc clairement, oui. c'est Ouais. pas le fun vivre là. Autant, tu sais, je veux dire, c'est pas propre. Il y a des germes. Là. Je suis sorti de là puis j'ai oui. pris ma douche. Tu sais, je veux dire, La dernière fois, j'avais vu une ville qui avait autant de qui avait une place aussi importante en tant que personnage secondaire dans un film ou une série télé. Ça avait été Hell's Kitchen dans les 2 premières saisons de Daredevil. Les trois saisons de Daredevil. Où tu sentais que la ville faisait partie du personnage, des personnages principaux. Et c'est le fun de voir que Gotham, autant que Chicago était déguisé en Gotham dans les films de Nolan, Gotham avait pas de présence dans les films de Nolan. Jamais autant que dans le Joker là, et jamais autant que dans les ceux de Tim Burton non plus, où ce que l'aspect gothique de la ville était poussé à 1000. Oui. Et là, on avait perdu peut-être ce côté-là. Là, Gotham redevient sale et Sauf qu'on va dans les toilettes des gens riches, que là, c'est super bien éclairé, oui, non, c'est mais ça, blanc, puis, c'est tu sais, beau. c'est cette contradiction-là, justement, qui est très Le très classisme est très, très, très... Oui. la lutte des classes est très apparente dans ce film. ben, c'est un des outils narratifs du film aussi, moi, Et ça ça, le cachera j'ai pas. adoré ça, Oui. autant que je l'ai détesté, tu sais, au sens, j'ai détesté
j'ai aimé le détester dans le fond. Là, c'est ce qui m'a, moi, ce que j'ai retenu à part bien sûr la performance, on va en parler tantôt de l'acteur principal. Triggeré, là? Mais c'est vraiment là, j'ai resté sur cette et j'ai revu après coup. Bon, on l'a vu au cinéma bien sûr, mais bon, vous savez que des fois c'est disponible ailleurs sur internet. Donc j'ai revu certaines scènes justement pour être capable de voir est-ce que le premier feeling que j'ai eu était bon, et c'est tout à fait vrai. Là, c'est tout à fait ça. Ok, bon, moi, ça a été mon élément préféré. Avez-vous un élément préféré, vous, là, vraiment, qui vous a marqué? Ouais, là, toi, qu'on aime, je pense que c'est le jeu de Joaquin. Joaquin Phoenix. Parce que, tu sais, parce que dans le fond, c'est un personnage qui se transforme plusieurs fois. Là, comme, on voit, comme, on peut même dire que physiquement, à chaque fois qu'il danse, là, il se transforme là, carrément. Là, c'est comme s'il sortait de son cocon pour être une nouvelle évolution. C'est carrément ça. Là, il y a plusieurs versions de ce personnage-là, puis à la fin, il est comme le plus formé quand même. Non, vraiment, là, c'est un des grands rôles de Joaquin. Puis tu sais, moi, à rigueur, ce film-là, ça aurait pu s'appeler Taxi Driver 2, ça aurait été aussi bon. Ce film-là aurait pu être complètement à l'extérieur d'un univers de Batman, de Joker. C'est juste un gars qui a une maladie mentale, qui fait des affaires. Donc, j'aurais quand même autant apprécié ce film-là, je pense, s'il avait été extirpé de l'univers de super-héros. C'est ça, c'est quasiment pas un. Le film est capable de fonctionner sur ses propres deux jambes sans avoir à être attaché. Un peu comme le premier, un peu comme Dark Knight. Ouais. Qui, en dehors d'être un film de super-héros, est un bon film policier. Carrément. Il tient sur ses deux jambes. Mikey, qu'est-ce que t'apprécies le plus ce film, toi? Ben, c'est pas autant quelque chose que j'ai apprécié quelque chose qui m'a étonné, c'est que le film est quand même long. C'est 2 heures. Ouais. Et tu le vois pas passer. Non. Tu le vois zéro passer. Et moi, j'ai de la difficulté à pas, à un moment donné, me dire, coudonc, c'est bien long ce film-là, quand ça dépasse, tu sais, quand c'est autour de 2 heures. Mais là, c'est comme, déjà fini. Ils ont très bien écrit les scènes de tension, les multiples scènes où il y a une tension qui s'installe dans le film, spécifiquement le 3e acte, qui est tout ce qui se passe autour et devant les caméras, là. La tension, comment elle est buildée, puis comment elle est taillée au couteau, là, puis jusqu'à ce que ça explose. C'est magistral, j'ai adoré ça. Le jeu de Joaquin Phoenix. Moi, je suis pas surpris parce que je l'ai vu dans plusieurs films les dernières années, parce que je savais que le gars est capable. Le gars, là, il a pris le trou laissé libre par la retraite de Daniel Day-Lewis. Parce que il y a des acteurs, peu importe dans quel film ils sont, tu dis c'est Michael Douglas qui fait Michael Douglas, tu sais. Non, Joaquin, c'est pas dans ses rôles. Joaquin Phoenix là, c'est peu importe qui est, il disparaît. C'est ça. Comme Gary Oldman dans son prime. Puis même Gary Oldman a cette heure. T'as beau être bon, là, c'est facile de l'overfaire, là, tu sais, d'exagérer ça et de le perdre à un certain moment. Lui, il est resté vraiment à la bonne place. Oui, c'est ça. Ben, c'est ceux qui ont vu The Master avec Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Quel rôle il y a là-dedans. Et c'est un rôle qui est similaire. Okay? Où c'est que tu perds complètement Joaquin Phoenix là-dedans, puis il y a un problème mental. Mais la façon qu'il joue est tellement profondément ancré dans ce personnage-là que l'acteur est plus là. Il est complètement disparu. Dans ce vie-là, t'as comme un mélange d'une couple de ses personnages des dernières années, mais avec tout le talent que Phoenix a. Là, c'est présentement le big dog. Là. On va dire ça comme ça. Là, dans l'arène des bons acteurs d'Hollywood là, qui vont vraiment se plonger dans le caractère. Là, lui, là, il est dans le... Je vous parlais beaucoup de McAvoy l'année passée, parce que j'avais trippé sur 2 films de lui en particulier pendant le défilm. Là, présentement, Phoenix, il est tough à détrôner. Là. Il est sur sa coche. Il y a un des éléments que j'ai adoré le plus aussi, outre la ville, là, véritablement le fait que le personnage du Joker dans l'histoire qu'on nous présente là n'est pas un individu méchant. Là. C'est pas quelqu'un de méchant. Pas à la base. À la base, il ne l'est vraiment pas. Par contre, il n'y a pas d'empathie. Non, c'est vraiment des bouts, là, clairement. Donc, c'est littéralement une meilleure version d'un psychopathe qu'on a d'habitude au cinéma, ce qui montre ça juste comme quelqu'un de vil, alors qu'un psychopathe a juste pas d'empathie envers ses victimes. Mais jusqu'au 3e acte, il cherche de l'aide et il le verbalise. Clairement, je cherche de l'aide. Aidez-moi. Et personne ne l'aide. Gotham est pas dans une position pour être capable de l'aider. Exactement. Et c'est un peu ça, dans le fond, un des tissus narratifs très importants du film. Moi, pour terminer le tour de table, qu'est-ce que j'ai apprécié du film? Ce que j'apprécie, c'est que le film est en train de passer la gratte sévère de façon financière au box-office. Il est sorti d'une période morte, puis tout le monde s'en est mis à en parler depuis 1 mois avant sa sortie, donc le film est en train d'avoir un gros succès financier. Et c'est pas un film typique d'Hollywood que je suis tanné de voir, de Moses, de Quick Cut, de Shaky Cam, de script mal écrit, repatché par 16 personnes. Mais la réalisation est pas le best. Non, c'est pas le top. C'est pas le top. Et je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce que j'apprécie le plus de ça, c'est que je pense que
si le public jeune ont été voir ce film-là, et que c'est peut-être leur première exposition à un drame psychologique. Dans certains cas, oui. C'est ça. Dans certains cas, c'est probablement le premier film de ce genre-là. C'est pas toutes les kids de 14-15 ans qui sont intéressés d'écouter des vieux films de Scorsese. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont suivre les blockbusters. C'est pour ça que je pense que le thème de chef-d'œuvre est galvaudé partout, parce que c'est peut-être l'introduction à beaucoup de monde à ce genre de cinéma-là, qui est plus une étude de personnages, un character study qu'ils appellent, que tu rentres dans la tête de ce personnage-là, puis tu vois son évolution par rapport aux événements qui y arrivent, qui prend son temps, qui installe des éléments et qui donne des payoffs à tous les éléments dans le script. Que le film n'a pas été retaponné un mois avant de sa sortie par d'autres mondes. Ça n'a pas été monté par une compagnie de bande-annonce. C'est pas les désastres de Suicide Squad ou de... Tu sais... ou Aquaman ou whatever quoi. Ça va éduquer un certain public et ça va remonter la barre. Pas éduquer, mieux que ça. Le donner un film d'une qualité qui mérite. Exactement, clairement, c'est plus ça que je Parce vois, que je me plaçais dans le créneau de le public a besoin d'éduquer, mais c'est même pas ça que je pense. Je pense qu'on mérite une meilleure qualité de film parce qu'on l'a déjà eu. Ouais, mais quand t'as jamais rien connu d'autre, c'est ça. On nous l'a enlevé pendant la grève des writers en 2008 parce que la qualité des films a droppé là, pour ce qui est des scripts. Là, parce que vu que c'est les scripteurs qui avaient fait la grève, ils ont décidé on vous donne plus beau juste de scène, on va faire écrire ça par n'importe qui. Puis ça a été une trend de Hollywood qui a duré pendant des années pour les blockbusters. Okay. Là, si les scripts forts et les histoires dont la narration est l'outil principal sur lequel le film est construit, autour d'un personnage, d'une performance d'acteur et d'un script solide et cohérent, mon Dieu, merci que ce film-là ait eu un succès, merci que ce film-là fasse du cash, puis que ça l'inspire d'autres compagnies à faire comme, ouais, peut-être faudrait que nos films tiennent debout. Ça va faire du bien. Donc on en comprend que le film se tient debout. Oui, c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde prétend, mais ça n'a pas besoin de l'être. C'est un excellent film. Il y a plein de chefs-d'œuvre que tu peux aller voir. Par contre, parce que si tu découvres ce film-là, tu fais comme, ok, quel autre film qui ressemble à ça? Hey, t'en as pour des belles années avant toi à découvrir plein de films dans ce genre-là. Ça va juste t'ouvrir tes horizons. Puis si c'est ça que Joker peut faire, ce film-là va avoir un énorme impact sur la culture populaire dans les prochaines années. Si t'as aimé le Joker, ben écoute, Taxi Driver, t'en parlais tantôt quand même. Non, exactement. C'est va chercher ça. Même King of Comedy. Je te dirais que l'époque 70-80 de Scorsese, ça te donne un bon terrain de jeu. Même les films de Joaquin Phoenix, si vous avez aimé sa performance, regardez ce qu'il a fait dans les 10 dernières années. Parce qu'il y a plein de monde qui ont vu Walk the Line, qui ont vu les gros films, mais qui n'ont pas vu celui-là. Donc, allez voir ces films indépendants. Le gars est solide. Là. Fait que, hey, on fait une pause? Ils vont nous rester qu'une demi-heure après ça, je pense. La chanson de la semaine! Ok, je comprends pourquoi tu me faisais signe. Non, je voulais mettre la tonne 3 dans la dernière intervention de la dernière demi-heure. Ah, ben c'est correct, on va faire ça. Vu qu'on en parlait de Joker, j'ai dit pourquoi ça a arrêté, right? Ah oui. Parler de cinéma et tout ça. Mais bon, ok, voilà, c'est pas ça qu'on me forcier, j'étais comme compliqué. Non, on peut la mettre pareil. Non, on va la mettre pareil parce qu'on va faire une demi-heure critique de film. Ok. Je revire ça de bord comme ça. Puis la chronique Conan va être dans la 4e demi-heure, puis la question de l'Imaginarium aussi. Parce que je vais faire une critique de film après la chanson qu'on va faire jouer là. Ok. Donc, juste avant la toune, on clôt, on l'a aimé, il est bon, on le recommande. Allez voir ça. On dit pas qu'il n'y a pas de faille, on dit juste que c'est bon. Oui, c'est un bon film. Il y a du nitpicking à faire, mais c'est tellement insignifiant comparé aux qualités de ce film-là. Il y a peut-être 7-8 grosses scènes que tu te rappelles puis que tu repenses après, puis tu dis j'ai hâte de le revoir. Dont 2 scènes excellentes. Ah, regarde, vraiment solide. Puis il y a des trucs drôles, mais tellement absurdes parce que c'est très dramatique ce qui arrive, puis il y a de quoi de ridiculement drôle qui arrive, puis tu sais pas où te placer. Je vous dirais juste la détresse d'une petite personne. Et Todd Phillips, le gars qui a fait les Hangover. C'est lui qui a fait ça. Bizarre. C'est son premier film de ce genre-là, il faisait des comédies avant. Je vais élever mon chapeau. Ok, il a peut-être émulé beaucoup de styles de d'autres, puis il a peut-être copié le style de d'autres, mais Moses, il l'a bien fait. Honnêtement, là, bien aimé le film. Donc, qu'est-ce qu'on écoute? J'ai vu un autre film hier. Et je vais vous faire jouer la tune qui joue dans le générique de ce film-là. Je vous ai parlé que le mois d'octobre, je le consacre à réécouter des classiques de films d'horreur que j'ai manqué quand j'étais jeune ou que j'ai complètement oublié. Enterré en arrière d'une muraille de 300 films en un an. Ça m'a fait oublier il a fallu que je jette une coupe de mémoire de jeunesse par la fenêtre pour tout me rappeler ces films-là. J'ai réécouté hier The Blob. 1989. Pour réaliser quelques trucs sur le film. Pendant ça, je vous en parle après la toune. Donc, du film de Blob, le groupe qui s'appelle Alien, qui a pas fait grand-chose d'autre que la toune de Blob. La toune s'appelle Brave New Love. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Brave New Love de Alien. Et ça, c'est la tune qui a été composée pour le film The Blob. Hey, ça veut dire que je faisais une critique en retard, moi, là? Hein? Ouais, le Blob. Blob qui se trouve être un remake, là. Je vous en parle au début de la chronique, mais on va faire ça officiel. Hein? On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. On avait eu une belle discussion il y a quelques semaines quand j'avais écouté Freddy et Freddy 3 consécutivement, que j'ai eu beaucoup de plaisir à me retaper. C'est un de mes plaisirs, pas plaisir coupable, au contraire, je suis très fier de ce regain-là que j'ai eu dans les dernières années, avec le défilm, mais aussi par la suite, de réécouter des classiques de l'horreur des années 80. Il y en a tellement des bons, là. J'ai redécouvert Reanimator, From Beyond, le Return of the Living Dead, Hellraiser. Je trippe à réécouter ces films-là. Il y avait un charme typique de ces années-là qui a pas été reproduit depuis. Il y a pas une naïveté dans le propos. On essaie de quoi, on est hyper audacieux puis on s'assume. Ah ouais, non, mais ils faisaient des choix puis ils allaient à fond dans leurs affaires. Exactement. Il y a quelque chose que j'adore de ça. Et là, j'ai décidé, regarde, je réécoute The Blob. J'avais des bons souvenirs de ce film-là, mais j'écoutais ça, je devais avoir 14 ou 15 ans. Donc, on parle de... On parle de 90-91, dans ce bout-là, le 92. Donc, c'est enterré depuis longtemps dans ma tête. Là, Les années sauvages. Ouais, c'est ça. Et je me rappelais de deux scènes en particulier, mais je me rappelais pas du film. Donc, j'ai dit, je vais le réécouter avec une amie. Dans le fond, on a réécouté The Blob. On a trippé tous les deux. Une grosse bébite qui avale le monde, c'est tout. Là. C'est ça. Puis The Blob qui est un remake d'un film de 1958, d'ailleurs. Qui était le premier film de Steve McQueen. Oh! Le premier Blob de 1958. Qui est vraiment pas bon, by the way, là. J'ai Commencer essayé, c'est pas quelque écoutable. Parce que les films d'horreur des années 50, là, C'est pas super. c'est rough. La mouche, là, de ce temps-là. Ouais, là. The Fly ou de Day the Earth Stood Still. Puis, les non. seuls qui sont le fun d'écouter, c'est ceux qui sont botchés à la Ed Wood. Ouais. Tu sais, Plan 9 a un charme qui est spécial de voir à quel point que tu peux utiliser beaucoup de carton dans une production cinématographique. C'est c'est assez... ou du styrofoam aussi. Mais bref, tout ça pour dire que le remake de 1989. Premier détail important sur ce film-là. C'est réalisé par Chuck Russell, coécrit par Frank Darabont. Vous m'avez peut-être entendu prononcer ces deux noms-là récemment. C'est le même réalisateur et même co-scripteur que Freddy 3, justement. Ouais. Et Frank Darabont, c'est celui qui a réalisé et écrit juste Shawshank Redemption, le meilleur film sur IMDb depuis des années. Qui a juste fait de Green Mile, qui a fait de Mist, que les meilleures adaptations de Stephen King dans les dernières années. De Stephen King des dernières années, c'est lui. Donc, non, Darabont est pour vrai, là. Et c'était, début de sa carrière, coécrit donc Freddy 3, Dream Warriors, ou en français, c'était les Griffes du Cauchemar. Non, Griffes du Cauchemar, c'était le premier. C'est le premier, là. C'était quoi le 3? Le 3, c'est les combattants... Du rêve. Les combattants du rêve. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que... Ouais, il a réussi Oui. donc à faire un film c'est intéressant ça. avec une masse gélatineuse. Ben, c'est ça. Là, c'était le deuxième projet ensemble. Là, j'étais agréablement surpris d'apprendre Ouais, ça. c'est Freddy 3, les griffes du cauchemar. Les Griffes du Cauchemar. Bon, ouais, vois-tu? Ouais. Les Griffes de la nuit, le premier, en fait. Ouais, c'est Ouais, Les Griffes c'est du ça. Cauchemar, c'est le 3. OK, good. OK, c'est correct. Tout ça pour dire que j'écoute ça. J'avais un bon souvenir de deux kills, entre guillemets, que j'avais vraiment apprécié par leur ingéniosité. Et il y en a plus que ça dans le film qui sont le fun. Encore une fois, effet pratique extraordinaire pour l'époque. Un peu de green screen dégueu vers la fin, mais quel film le fun. Qui est un peu comme... ce que j'avais reproché à Killer Clowns from Outer Space, c'était de pas assez assumer sa gimmick. C'est-à-dire que on fait un film d'horreur avec une gimmick ridicule, mais on mettra pas de gore, pas de sang, rien, parce qu'on veut que ça soit des enfants de 12 ans qui l'écoutent. Je comprenais pas ce que les réalisateurs de Killer Clown voulaient aller. The Blob, no. Lui, il fait un film d'horreur. Mais lui, sa première, c'est ridicule, et il s'en fout. Et il reprend vraiment des... écoute, c'est... Killer Clown ne fait pas cause du syndicat des clowns. Ouais, j'imagine que c'est quelque chose du genre. Ouais. Mais j'avais été bien déçu de Killer Clown, d'ailleurs. Anyway, tout ça pour dire que
notre ami de Blob, un météorite qui s'écrase, un vieux robineux qui trouve le météorite, qu'il y a un globe qui va sur sa main, puis qui se met à le manger, puis qui prend l'expansion. Écoutez, la petite ville se fait presque envahir au complet par le fameux Blob. Il est gros à la fin. Il est gros, là. Il est gros, il est capable de bouffer un camion. Oui. Et, Pas de spoilers, mais tu serais presque immunisé en ce moment. Hein? c'est-à-dire... C'est pas ça qui le tue? C'est qu'est-ce qui le tue? Non. Okay. C'est la guerre des mondes, ça, que la grippe. Ouais, c'est la c'est ça, c'est pas la grippe qui est dessus. Le globe, c'est le froid. Okay. Non, c'est ça, c'est que les kills à partir du départ, là, quand on commence à voir du monde se faire tuer, là, les maquillages pour les corps à moitié fondus, puis le monde qui se font gober, puis tu vois le face fondre à l'intérieur du blob, puis qui te regarde encore. Ça m'a rappelé mes bons moments d'Hellraiser puis de certains films que j'ai écoutés récemment, où que quand c'est fait avec des effets pratiques puis c'est bien fait, ça a tellement plus d'impact que du CGI. Parce que CGI, s'il est mal fait, il n'y a pas d'excuse. C'est comme vous aviez le choix, vous l'avez gardé de même, c'est lame. Ouais. Si on réussit à faire des maquettes qui ont presque l'air cool, mais qui ont été jusque-là, mais que toute la texture est là, puis que l'acteur réagit ce qu'il voit en pleine face, c'est des milles au-dessus de la crédibilité d'un CGI mal fait. C'est vraiment le fun. J'ai trippé, là. Ils font de quoi à la fin du premier acte que certains films font, que Hitchcock a fait avec Psycho, entre autres. C'est que le personnage que tu penses être le protagoniste ou la personne qui va être instrumentale à régler la situation se fait sortir du film de Manu Militari. On va dire avec tous les personnages principaux de They Saved Hitler's Brain aussi. Ben, genre, mais tu sais, dans le sens que à la fin du premier acte, tu sais, là, n'importe qui peut mourir. Tu sais plus, là. C'est comme, OK, là, il y a personne qui est à l'abri, là. Puis des personnages qui sont super sympathiques, puis qui ont pas de malice, tu dis, ils sont cute, puis ils meurent horriblement, puis t'es comme, mais mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le film a pas de... Hey, même un kid! Il y a un kid dans le film d'à peu près 7-8 ans qui fond, et qu'il se relève du blob, puis tu le vois tout fondu. Tu vois pas ça dans les films à cette heure. Ils ont de l'audace. Il y avait de l'audace. Il y avait de l'audace. Et la fille, qui techniquement devrait être la demoiselle en détresse du film, finalement, au contraire, elle se débrouille très bien d'affaires. Honnêtement, The Blob, ça a son charme. Je trouve pas que ça a pris une ride. J'aime ça au bout. J'ai bien trippé. Il était en train. Je pense qu'on va faire une petite pause rapide. Hein? Oui. On va faire une petite pause rapide. Après ça, c'est Conan et le Docteur Gauthier. C'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Ce thème-là ne disparaîtra jamais de l'émission. Ouais, c'est épique à chaque fois. Hein? C'est grâce à toi, Conan. Nice. Hey! Oui. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Ben, le Joker. Hein? Hey, je vous dis une affaire que j'ai pas parlé de tantôt. Une affaire qu'on voit dans le Joker, qu'on voit comme plus depuis vraiment longtemps, puis c'est le fait que le personnage principal fume des clopes, mais il fume des clopes en sacrement. Il en fume pas rien qu'une, là. Je suis sorti avec une envie de tout le fumer, temps de clopes au bec. Mais je trouve ça bien. Je peux-tu te dire que oui, c'était tannant? Peux-tu te le dire, moi, que j'imagine ça... un fumeur à côté, là, Voilà. ça doit être tough. Dans les années 80, on fumait des hôpitaux. partout, là. partout. Ouais, parce que c'est un film d'époque, là, pour ceux qui ne savent pas, là, ça se passe au début 80, dans le fond, le film. Oui. Fin 70, Mais, 80, ouais, c'est ça, mais reste que... Tabarouette. Ah non, mais j'imagine que c'est un peu pour nous placer dans la situation, parce que le gars est un peu... tu sais comment c'est vu la cigarette maintenant? Ouais, c'est ça. Fait que ça fait peut-être en contribue sorte à la que saleté. les jeunes s'associent moins au personnage à cause de ça. Ça le vilainise. Mais ouais, c'est vrai, il filme beaucoup. Et il filme beaucoup. J'étais comme content de voir ça. C'est un Chainsmoker. Ouais. J'ai-tu parlé la semaine passée de Tall Grass? Total Grass? Tall Non, Grass. The Tall Grass. Pas Total Grass. Ça, c'est, non. Non, The Tall Grass, ou juste peut-être Tall Grass. C'est sur Netflix. Donc, un truc de Stephen King. Des gens sur le chemin de quelque chose s'arrêtent parce qu'ils semblent entendre une voix provenir de hautes herbes.
Se rendre compte que c'est un Pokémon. Une fois qu'il rentre dedans, il ressort plus. Ah, okay. Mais c'est quand même intéressant. Honnêtement, là, il y a... des sirènes? Non, je l'ai un peu écouté comme à moitié, fait que je suis pas trop sûr de savoir exactement comme c'est quoi. Mais il y a plein d'éléments qui viennent là-dedans que c'est comme des éléments de film d'horreur, mais là, c'est bien amené quand même. Il y a un petit élément de voyage dans le temps aussi. Mais tu sais, c'est vraiment un peu le coup de... OK, je t'entends derrière moi, mais là, tu sais, comme les deux, on saute en même temps, mais là, finalement, t'es devant moi là-bas, mais quand je t'ai entendu, t'étais là-bas. Puis là, on saute une deuxième fois, la personne est plus là, mais elle a sauté. Mais tu sais, comme, il y a beaucoup de fuck de même, là, de espèce de labyrinthe vivant, là, qui semble manger ses affaires. Donc, c'est pas, tu sais, ça fait partie des films corrects de Netflix de Stephen King. Okay. Tu sais, il y en a plein, là, mais ça fait partie des comme, OK. Je vais pas... le réécouter nécessairement. Je vais pas parler de ce film-là à une émission de geek de cinéma nécessairement. Mais, tu sais, c'est pas mauvais. Tu viens de le faire. Non, mais mettons, entre ça et Gerald's Game. C'est pas mal le même niveau. OK. Mais je te dirais que Gerald's Game est solide. C'est parce que Gerald's Game, c'est un huis clos plus, puis tu sais, c'est plus sur le jeu de l'actrice et tout ça. Mais mettons 1922. Ouais, ça ressemble plus à ça. C'est genre, tu sais, moi j'ai mis tout dans le même paquet, là. C'est les films de Stephen King sur Netflix. Ils sont corrects. Mais c'est pas du grand cinéma. Non, j'avais bien aimé 1922 parce que, encore une fois, pour les mêmes raisons que Joker. Performance de l'acteur principal. Ouais. Si t'aimes Thomas Jane, écoute 1922. Je viens de l'ajouter, justement. C'est drôle que tu en parles là, parce que je viens de l'ajouter hier à ma liste de Netflix. Tu sais, j'ai refait un dernier tour 1922. Ah, oui. J'ai fait un dernier tour de... Parce que je veux me déconnecter de Netflix éventuellement pour seulement faire, mettons, aller sur d'autres plateformes pas payantes. Moi, quand Disney va starter, je vais me désabonner de Netflix. Puis finalement, je sais pas, là, tu sais, puis là, je regardais un peu, là, tu sais, pour faire une dernière évaluation. Je vais peut-être rester un dernier mois, là, justement, puis me binger 3-4 patentes, là. Moi, quand Disney Plus va sortir, je vais simplement être pauvre de 12$ de plus par mois. J'enlève rien, hein. Ouais. Mais tu peux alterner. Si t'es discipliné, honnêtement, tu peux alterner d'un à l'autre. Ça se fait quand même relativement bien. Tu sais, t'arrêtes ta souscription, puis tu repars décolles un autre, puis après, écoute, pour le prix que ça coûte. Je veux dire, si pendant un mois de temps, t'es à 10$ que tout devienne le chaos financièrement dans ta vie, t'as des plus gros problèmes que de gérer ton Netflix versus ton Disney+. Lâche les films puis va te trouver une job. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ce que je veux dire, c'est que si t'es capable d'aller chercher ce contenu-là, mettons, ailleurs, ou de le mesurer, tu sais, de le prendre... Tu sais, si tu l'écoutes pas ton Netflix pendant le mois, je veux dire, pourquoi tu le payerais? Okay. Moi, c'est plus le principe que le 12$. Je comprends ton point, mais fais juste te placer dans la situation où à l'époque, il fallait qu'on loue des films. Non, je comprends. C'était quoi, 4-5$ toi, un film? Ah oui, ça a monté jusqu'à bien plus de location. Tu écoutais 3 films, t'as repayé ton Netflix pour le mois complet. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais il faut que tu y ailles. Tu sais, mettons, tu te dis, OK, Disney sort, je vais passer, ce mois-ci, je regarde Disney. OK, bon, mais c'est pour ce que je vais faire chez vous. Je vais te donner rien, puis je vais te demander 12$. Dans le fond, si tu l'utilises. C'est ce que j'ai fait avec le câble pendant trop longtemps avant de le couper. Que je m'en servais plus. Je vais être gentil avec toi, je vais juste te demander 6, mais je te donnerai rien. Tu comprends? Je veux dire, tu l'utilises pas au crème couplé, puis c'est toi, c'est juste être responsable en termes de consommateur, là, simplement. Ok, Snow Conan. J'ai écouté aussi, ce matin, avant d'arriver, j'ai écouté le dernier film de DC en dessin animé, Wonder Woman Bloodlines. Ouais. Belle surprise, honnêtement, là. C'est pas mal dans les bons films d'animation de DC. Encore une fois, ils sont quand même forts pour ça. Ils ont remonté la pente qu'ils avaient droppée avec Killing Joke. Là. Ouais. Qui était pas très bon. Là. Ah, toi, tu trouves? Moi, je l'ai adoré. Je sais partie de la minorité des gens qui trouvent que c'est pas impossible. Il Killing est Joke, classé comme un des meilleurs. Dans les BD, c'est solide. Mais moi, je pense que c'est celui qui couche avec Barbara Gordon, toute l'équipe. Ouais, mais ça, c'est bien la seule affaire qui est différente. Mais genre, je pense que c'est la première personne que j'entends qui dit qu'il est pas le meilleur. Moi, j'ai aimé ça. J'avais bien mieux aimé Escape from Arkham. En tout cas, oui. Ça dépend du monde, là, mais tu sais, lui, je l'avais pas trouvé. C'est parce que moi, j'avais la BD quand j'étais jeune. Fait que j'ai trouvé que c'était un step down en 6 balles sur la version originale. Il y a quoi? Il y a peut-être 10 minutes qui est pas comme la BD? Qui est le début? Ouais, mais je te dirais que tout file très précautionneux. Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a comme un petit emballage autour que je trouve comme que j'aurais aimé mieux que ce plus lousse puis plus viscéral. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, là, mais je te dis juste que c'était tout à fait dessin correct. Puis je me souviens, quand c'était sorti, c'était Conan qui en avait parlé ici, puis c'est pour ça que j'avais été le voir. Okay, mais en tout cas, donc c'est le même réalisateur, même c'est Sam Liu qui réalise aussi, qui a réalisé justement The Killing Joke. Donc on suit, je pense que c'est comme c'est l'avènement de Wonder Woman sur la Terre. Dans le sens c'est comme quand elle sort la première fois de son mascara, je pense qu'il s'appelle La Place, ça, c'est un espèce de nom bizarre. Oui, l'animation est bien, tu sais.
Évidemment, là, ça reste Wonder Woman, là, fait que c'est jamais trop hot comme Superman. Les enjeux restent toujours un peu plus petits quand même, mais le voice-over est super bien fait. Encore une fois, l'animation est quand même supérieure de vraiment loin à ceux de Marvel. Et puis, non, vraiment, là, ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point ils prennent le temps pour le générique de début. Ça prend 20 minutes avant que le générique arrive. Ah ouais. J'ai comme, ouais, ça, le générique arrive maintenant. OK, ça veut dire qu'ils ont pris leur temps. Donc, ouais, non. Wonder Woman, Bloodlines, pas mauvais du tout. OK. Puis, à part des films, là, je sais que tu as recommencé. South Park a recommencé? Ah oui, effectivement, South Park a recommencé, qui d'ailleurs a recommencé en force avec l'épisode Band in China. Et ouais, hein? Ça a jasé sur le net un peu, Ça joue rough. Évidemment, ils sont bannis maintenant de Chine pour de vrai, dans la vraie vie. Bon. On va bien voir ce qui se passe cette semaine. L'épisode de cette semaine qui s'en vient, ça va s'appeler Shots. Il va être sur la vaccination. Donc, j'ai très hâte de voir ça aussi. Puis il y a aussi la première, It's Always Sunny in Philadelphia qui a recommencé. 14e? 13e? Ça n'a pas arrêté encore, ça. Non. Ben, c'est le longest sitcom running. Il y en a pas eu d'autres à date, là. Il y en a eu que plus d'épisodes. Mettons, Seinfeld a fait plus d'épisodes que Sunny, mais Sunny a plus de saisons. Seinfeld a fait 9 saisons. C'est ça, exact. C'est le longest running sitcom. Parlant de Seinfeld, tu vrai que ça s'en vient sur Netflix? Je sais pas. Un collègue de bureau m'a parlé de ça, puis il m'a dit que dans le fond, parce que... Mais je te dirais que ce serait un beau trou à remplacer quand Office va s'en aller. C'est ça. Exactement, c'est ça. Parce qu'il était sur Amazon, puis là, ils sont plus sur Amazon, Seinfeld. Je l'ai pas trouvé nulle part, sinon je l'aurais... Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. En tout cas, j'espère que ça s'en vient sur Netflix. J'espère que c'est vrai ce qu'on m'a dit. Ben, ça serait judicieux d'aller le chercher parce que The Office, on avait déjà parlé de la nouvelle, comme de quoi que c'est un pourcentage non négligeable de l'entièreté du bandwidth utilisé par Netflix qui est consacré à du monde qui réécoute The Office en loop. Là. 7%. Ce qui est énorme, ce qui est complètement énorme. C'est ridicule comme chiffre. 7% de tout ce qui est écouté sur Netflix, c'est des épisodes de The Office. Ouais. Malade. Fait que quand ça va partir, c'est un énorme trou à combler. Fait que oui, Seinfeld ferait partie des shows que j'avais pas pensé à me retaper, mais que l'avoir de façon instantanée, puis facile d'accès. Hey, je serais tenté d'écouter une couple d'épisodes pour voir comment que ça l'a... Puis vous savez, si le nombre de références que les gens me disent dans la vie sont vraies, là, parce que moi, j'ai jamais écouté ni The Office, ni Seinfeld. Ni un, ni l'autre, OK? The Office, c'est meilleur que Seinfeld. Non, mais j'aimerais voir les deux pour être en mesure de les comparer tout ça, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Puis je suis pas un amoureux des choses vraiment drôles. Tu vas voir, Seinfeld est daté, le format, il y a les laugh tracks. Parce qu'il y a du... Ouais, c'est ça. Il y a le monde qui arrive en claquant des portes. Tu sais, c'est très, très... Là, c'est la formule est beaucoup plus évidente que celle de The Office. OK. Ouais, mais les transitions de Slap Base... Ouais, non, mais justement, c'est tellement, tu sais, comme, c'est tellement rendu cliché, mais, tu sais, Seinfeld en tant que tel est rendu un cliché. Oui. Tellement c'est rendu, tu sais, dans les... Mais Seinfeld était self-aware à la fin qui était devenu cliché aussi, par contre. C'est pas accidentel, ils sont pas, mais quand tu pars avec l'esprit que c'est un classique, que, justement, tu vas voir un cliché, ben, à ce moment-là, t'es pas surpris. Mais, tu sais, écoute les meilleurs épisodes, t'as pas les, je sais plus combien il y a d'épisodes, il y a 26 épisodes fois 9 saisons, là, donc, tu sais, t'es pas obligé d'écouter tous les épisodes. T'es pas obligé de rester un mois devant ta télé. Non, en continu sans manger ni dormir. Ouais, c'est ça. Exact. C'est comme The Office, c'est rough me se taper parce que j'ai même pas fini la deuxième saison encore. Ben, je sais que ça vient meilleur avec le temps. Tu peux commencer quasiment à la fin de la 2, là. Parce que la première est rough. Ah, la première est dure à écouter, là. Puis, est-ce qu'elle est essentielle? Non. Non, ok. Ça, absolument. Elle présente des personnages, puis il y a quand même des bons moments. C'est juste que moi, j'ai déjà dit que l'humour à malaise, j'ai la difficulté parce que j'ai legit le même malaise que la personne qui le subit. Oui, moi aussi solidement. Là. Je me gratte. Physiquement, faut que je m'en aille de la pièce. Tu sais, fait que c'est pas le genre de truc que j'aime écouter. Je subis de l'humour à malaise au lieu de le rire. Donc, The Office, vous comprenez que c'est un... Mais ça a l'air que ça devient vraiment meilleur. Mais tu sais, c'est ça. Par contre, je commence à comprendre les running gags, là, je connais les personnages. Ouais. Puis, mais il y a une couple de personnages que je connais pas encore. C'est ça l'affaire, parce que dans les premières saisons, c'est très limité, ben le saison 3, le cast est comme définitif. Tu sais, t'as le merging des deux branches, puis là, t'as comme tout le cast qui va rester jusqu'à la fin, moins Michael. Donc, bref. Ouais. OK. T'es 45, j'ai pas d'autres tonnes. Ben oui, donc, Mikey. Fait que, on serait-tu prêt à partir sur notre sujet ouvert de la semaine? Ouais. On n'a pas de thème sonore encore. Non, c'est pas grave. Fait que... Mais j'ai hésité longtemps parce que lui, je l'avais dans ma poche d'en arrière. Je me suis dit, quand est-ce que je vais le sortir? Puis... Parfait. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sa poche. Voici l'imaginarium du docteur Gauthier. Et sa poche. Et ouais, ben oui. Elle est tout le temps là. Dans l'arrière. Ouais. La poche en arrière. Je vous donne, OK les gars, je fais le généreux. Un soir, cet après-midi, je vous donne chacun
un pouvoir de super-héros, un seul. Non, j'en ai Un seul, et vous vous en servez dans la vie de tous les jours parce que vous n'êtes pas un super-héros. C'est le genre de truc que je me suis arrêté à penser dans la vraie vie à quelques reprises. Un seul. Si je peux en choisir rien qu'un, c'est lequel? Attends un peu, là, pourquoi, Stéphane? J'ai une anecdote avec ça. Je suis pas sûr que je peux compter ça. Je vais y réfléchir un peu. Vas-y. Okay. Vas-y avec je vais réfléchir si je peux. On est juste à la radio. Non, ouais, c'est ça. Donc, si on peut choisir un pouvoir de super-héros, lequel qu'on voudrait dans la vraie vie? Oui. Puis tu t'en sers pas pour défendre la veuve et l'orphelin, là. Tu t'en sers pour ce que tu veux. C'est ça. Mais il y a le pouvoir ultime que tout le monde voudrait, là, qui est le temps, finalement. Le temps. C'est juste la gestion du temps, le contrôler le temps. Okay, je pense que c'est le pouvoir ultime. Si tu contrôles le temps, tu fais tout, finalement. Tu peux aller mettons, au pire, là, juste reculer dans le temps. À la limite. T'as des safe states. Mettons, juste, tu saves ton game, tu saves ta game, là, tu redécolles, tu sais. Là, tu fais un choix, mettons, exemple, à moins au niveau que tu meurs subitement, là, t'as pas le temps, mais... Non, mais je dis, disons, que c'est ça. Pour pas que ce soit trop fort, là. Pas aller dans le futur, parce que le futur est pas encore écrit, disons. Mais mettons que tu peux juste saver, puis revenir. Un peu comme, dans le film avec Bill Murray. Live, Die, Repeat, dans le fond, Edge of Tomorrow. Yes, mais je pensais plus à Bill Murray, le jour de la marmotte. Un peu comme ça, mais pas obligé. C'est toi qui décides si tu resets, simplement. Donc, tu fais ton save point, t'arrives, tu fais un mauvais show des Geeks contre-attaque, mettons, le 12 octobre, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences, jusqu'à temps que ça soit bon. Mais tu deviendrais pas mal plus game de bête des affaires. Ouais, mais est-ce que toi, tu vieillis là-dedans? Oui, tu vieillis aussi, mais tu peux resetter. Tu vieillis à ton rythme normal. Ok, mais quand tu reviens... Tu resets. Ah, mais c'est vrai que tu peux pas revenir. T'as un seul reset. Mais tu peux pas revenir avant ta naissance. Non, bien sûr que non. Tu peux juste resetter simplement. Mais tu imagines, je sais pas, tu peux resetter 50 fois si tu veux dans une journée. Oui, mais si t'as passé 50 jours à resetter, t'es 50 jours plus vieux, là. Non, c'est ça. Il y a l'âge à laquelle il revient. Exactement, tu reviens à cet âge-là. Fait que moi, ce que je ferais, tu sais, mettons, je serais un super joueur de la NFL, là, imagine, tu resets à toutes les 4 secondes pendant que tu joues tous les joueurs. Je sais pas, là, je pense à toutes les possibilités. Là, c'est vraiment ça, là, sans hésitation, c'est celui-là. OK. Bon, ben. Toi, Conan. Tu l'as. Ben, merci. Et voilà, tu on reset, les gars. Puis, c'est comme, ah ouais, fait que t'as reseté tout ça pour ça, là. C'est ça, juste pour ça. Là, c'est ma vraie vie, les gars, vous avez chacun un pouvoir. Je me sens généreux cet après-midi. Oui. Qu'est-ce ça a marché? C'est ça marche. C'est là, on a bien vu ça. Ok, Conan, toi, t'essaierais lequel tu prendrais? C'est une bonne question. Parce que moi, j'ai 3 réponses. Fait que je peux le starter tout de suite, si tu veux. Invulnérabilité, c'est quand même c'est intéressant, mais sauf qu'à un moment donné, t'as le poids de comme, voilà, je suis clairement à part de l'humanité parce que je vais être tout seul, tout le temps, forever. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans, au sens où, tu sais, c'est pas naturel, entre guillemets, je veux dire, en termes d'évolution. Mais là, invulnérabilité, ça veut dire que toutes les substances qui altèrent ne te font plus rien. Oh non, exact, là, tu sais, ben... Non, tu peux plus être chaud. Tu peux plus, non, mais voilà, tu peux juste respirer, tu manger, là, mais tu vas jamais te détériorer, tu vas jamais être malade, tu vas jamais être chaud, pourquoi vivre? Fait que ça va être plate à un moment donné. Tu vas voir tout le monde mourir devant toi. Un moment donné, tu sais, tout le monde finit par mourir autour de toi, même tes petits-enfants sont comme, salut, grandpa. Mais t'as donc bien le goût de souffrir dans la vie, de devenir invulnérable. Ben non, mais justement, c'est pas le fun. Je pense à ça, mais je pense pas que c'est ça que je veux. Okay. Non, je pense que j'irais plus pour quelque chose de, tu sais, de pouvoir par rapport à la réalité. Quelque chose que ça me plaît, Stéphane, mais tu sais, peut-être plus une affaire de comme... le pouvoir de traverser d'une réalité à l'autre. Déjà, je pense qu'on peut rejoindre aussi comme, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux aller dans la réalité dans laquelle c'est toi le roi du monde. Dans la réalité dans laquelle, tu sais... Moi, ce que j'aime de mon concept, c'est que tu as une responsabilité à travers ça, au sens où tu dois toi-même resetter. Tu dois placer ton point de reset. Et si tu le fais pas, puis tu le disais tantôt, Mikey, si tu meurs, tu meurs, t'es fini. Ben oui, faut que tu ailles le chercher, faut que tu fasses l'effort d'y réfléchir à un moment donné, à un certain moment, avant une grosse décision, ou une plus petite décision, je sais pas. Donc, tu resets simplement. Ça peut être quand même bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'ai 2 réponses. Comme d'habitude. Bon. À chaque fois que l'imaginarium arrive, j'ai tout le temps... et le cerveau. Le cœur et la tête. Le cœur, dirait... le pouvoir, à brûle pour point, là. Certain que le pouvoir du Purple Man de Kilgrave est probablement monstrueusement potentiel. Le potentiel de pouvoir influencer tout le monde à faire ce que tu veux. Et a pas de bon sens. Mais c'est pas lui qui me vient en tête. Quand j'étais jeune, c'était de voler. Ça a toujours été ça. J'ai pas le vertige, j'ai l'inverse du vertige. Une télé, tu veux dire? Non, pas voler une télé, voler des meubles. Moi, je parle de voler dans les airs. J'ai l'inverse du vertige. C'est-à-dire que quand je suis dans les airs, j'ai comme un genre d'adrénaline. J'ai un boost d'adrénaline. J'adore ça. J'ai un frisson de le fun. Je trippe à être en hauteur dans une tour, checker en bas. On n'est pas pareil. Non, je sais. Fait que j'ai tout le temps voulu voler dans les airs, right? Puis c'est peut-être parce que je suis petit que je veux être haut. C'est peut-être ça.
J'ai pas pensé à ça, mais vu que tu le dis. Ça, c'est la réponse viscérale. Mais depuis que je suis jeune, que je réfléchis de temps en temps à ça, c'est quoi le pouvoir pour changer... Quand t'es jeune, que t'es très idéaliste, puis tu veux changer le monde, avec quel pouvoir tu pourrais changer le monde? Celui de persuasion, c'est celui de persuasion, c'est ça. Oui, celui de persuasion, oui. Sauf que, est-ce que tu te trosses toi-même pour prendre les bonnes décisions? Fait que voici le pouvoir que je pense qui serait le meilleur. Ce serait de l'intangibilité moléculaire. Quoi? Je vous explique mon concept de l'intangibilité moléculaire. C'est bon, tu y as pensé longtemps. Ouais, c'est ça que j'avais pas dit la question avant. Ça, c'est le genre de questions-là que tu me poses, là, cette semaine, là. C'est le genre de trucs que j'ai pensé à temps perdu longtemps dans ma vie, là. Est-ce que ça a déjà été représenté au cinéma, l'intangibilité moléculaire? Pas tout à fait. Okay. Je t'explique. Wow. C'est un Dr. level... Manhattan dans... Dr. Manhattan, Un peu, ouais. Ben, Manhattan peut le faire, entre autres. Tu C'est comprends? ça, exact. Mais moi, je pars du fait que le pouvoir de Shadowcat, dans le fond, dans X-Men, qui est capable de déphaser ses molécules pour passer au travers de tout. OK. Donc, phasing. Ouais, c'est ça. Cependant, à l'échelle moléculaire, ça veut dire que tu n'as plus aucune résistance au mouvement. Donc, tu peux voler, tu peux aller sur une autre planète à vitesse que tu veux. T'es même pas attaché à la vitesse de la lumière parce que t'es même pas... T'es détaché... Théoriquement, une molécule peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ça, mais si t'es détaché de ça... Non, mais t'es une molécule, tu viens de le dire. Ouais, mais... OK. Non. Mon point étant que tu peux te détacher complètement physiquement des propriétés physiques. OK, donc t'es là, mais personne peut t'atteindre. Ça se peut pas. Mais non, ça se peut juste pas. Ben, c'est un pouvoir. Exactement. Donc, de pouvoir traverser de grandes distances sans que rien de physique puisse te toucher. La raison pour laquelle c'est le truc qui pourrait le plus changer le monde. Puis personne ne peut avoir de secret pour toi. Tu peux espionner n'importe quelle réunion de grands leaders. Tu peux aller intervenir dans n'importe quel cas. Personne ne peut te tuer. Faut juste que tu dissimules ton identité pour pas qu'on menace ta famille et tes proches. OK, right? Mais, et là, tu peux être capable de régler les problèmes parce que tu connais la vérité absolue tout le temps. Right? Mais en temps réel, mais tu peux pas reculer dans le temps. Non, mais ce que je veux dire par là, non, mais écoute, ce que je veux dire par là, c'est que, OK, tu peux régler les problèmes depuis ta naissance, depuis la découverte de ton pouvoir ou de ton don, whatever, comment tu l'appelles. Puis, là, tu peux avancer dans le temps, mais tu pourras jamais savoir, mettons, qui a tué Kennedy pour le vrai. Ouais, mais j'aimerais ça de savoir dans une réalité dans laquelle c'est toi qui as tué Kennedy, man. Le bam, c'est toi qui règle, Okay. Mais l'autre chose, c'est que de pouvoir se déplacer à des vitesses qui sont pas attachées par les lois de la physique. Non, ça, c'est sûr que c'est malade. Là, tu peux explorer l'univers. Pensez à ça, là. Tu dis, je vais aller voir Jupiter, puis tu y vas. Juste ça me fascine. J'ai pensé à ça des heures, de dire, t'as pas de limite, tu pars, puis pendant que dans cette forme-là, tu vieillis pas, t'as pas de cellules. Fait que pendant que tu utilises le pouvoir, tu deviens comme un genre d'esprit. Exact. Bon, j'aimerais ça être le Space Baby dans 2000 ans au-dessus de l'espace, là. Wow, malade. Pourquoi non, mais tant qu'à ça, apparaître 5 minutes à la fin d'un film. Puis, exactement, puis que c'est ça le futur de l'humanité, ça a l'air, on est fêteuses dans l'espace. Fait que let's go, man. Mikey, tu réponds-tu à la question quand tu poses la question? Moi, sérieusement, c'est Eric là, qui m'a mis ça dans la tête, mais je vais être Killgrave, moi. Je veux carrément être Killgrave. Ah, écoute, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est plate, parce que je virerais probablement Killgrave, avoir les pouvoirs de Killgrave. Ce pouvoir-là, sans qu'il te corrompe, il faut que tu sois moralement. Ouais, mais tu peux pas te convaincre de pas te corrompre. Tu peux pas te convaincre toi-même de pas te corrompre. Tu te regardes dans le miroir comme arrête de corrompre le monde. Là, c'est comme. Mais ça vient avec des grosses prises de décision. Ça revient un peu à Spider-Man, justement. Là, les responsabilités qui viennent avec ça doivent être énormes. Est-ce que je truste ma propre intelligence pour prendre les bonnes décisions? C'est comme dans le film avec Simon Pegg là, qui fait quelqu'un qui se fait donner le pouvoir ultime par l'extraterrestre pour le genre de Bruce Almighty, mais différent. Mais puis le moment, il se demande quoi faire, puis là, il se dit comme, ben là, j'aimerais savoir une idée. Bam, il y a une idée. Ah, ben je vais avoir une idée. Tu sais, comme, je veux avoir une idée. Boum, tu l'as. Ah, ben j'aimerais savoir une meilleure idée que ça. Bam, il l'a encore. C'est comme. C'est le genre de pouvoir-là. Je pense que ça, le pouvoir de Simon Pegg, là, dans ce film-là, je pense que c'est ça que j'aimerais avoir. C'est quel film déjà? C'est, je veux dire, Fantastic Fear of Everything, mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est, god damn, je sais plus du titre du film. C'est pas comme si on avait Internet au bout des doigts. Non, c'est ça. Mais Simon Pegg qui fait, la personne qui doit, sauver l'humanité par son utilisation du pouvoir ultime. Ouais, c'est comme le grand pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu, dans le fond. Il peut faire il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Ben oui, lui, il le sait pas, là, dans le sens que lui, il découvre ça, sur le tard, il découvre ça, au compte-goutte, là, mais donc oui, je prendrais ce pouvoir-là, je pense. Absolutely anything. Absolutely anything. C'est le titre du film. Hey! C'est déjà ce qui met fin à l'émission des Geeks Contre-Attaque de cette semaine.
Belle discussion. Hey, participez à notre forum sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. On va poser la question de l'Imaginarium. Ben oui, c'est vrai. Et dites-nous quel serait le pouvoir que vous aimeriez avoir de votre côté. Merci à Stéphane Goulet, c'est tout le temps le fun que tu sois là. Les gars. Merci à Simon qui nous a quittés pour un monde meilleur, c'est-à-dire chez eux. Merci à Conan. Merci à toi. Hein? Merci à Mikey, bien sûr. Merci à toi, Eric, et nos collègues d'Entrechoc suivront après la pause à CKRL 89.1. Yes, donc merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine sans ma grippe. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL.qc.ca